Bonjour, chers partenaires. Je me présente, Steve Noël, VP du développement et des ventes Microsoft. Et j'ai notre excellent spécialiste Azure, Sébastien Côté, qui va donner l'atelier d'aujourd'hui, l'atelier du programme Azure Excellence, rencontre numéro un. Plusieurs personnes qui s'ajoutent encore à la rencontre, mais pour respecter le temps, on va débuter. Pour certains d'entre vous, c'est peut-être la première fois que vous entendez parler du programme Excellence, du programme Azure Excellence. C'est un programme que ça fait déjà, je pense, avec Sébastien, ça fait déjà 2 ans que ça roule. On avait débuté ce programme-là pour aider les partenaires. On faisait du 1 à 1 avec plusieurs partenaires qui nous avaient demandé de l'aide pour augmenter leurs compétences au niveau d'Azure. Mais je dirais, plutôt que de dire augmenter leurs compétences au niveau d'Azure, pour essayer de mieux comprendre comment prendre avantage de la technologie Azure chez leurs clients. Alors, qu'est-ce que ça a pour but, le programme Azure Excellence? Un, c'est juste pour mettre les assises au niveau de Azure en soi, puis tout ce qui est, je dirais, les composantes, et également comprendre comment être en mesure de pouvoir mettre en place ou faire une architecture Azure. Et au niveau du pricing, c'est un bout qui n'est pas nécessairement très évident au niveau d'Azure, de comprendre comment faire, comment la facturation fonctionne, comment être en mesure de pouvoir estimer les coûts d'Azure pour vos clients. Et de là, si vous décidez, la troisième session, puis on vous encourage fortement, ça va être un à un que vous allez faire avec Sébastien, qui va également vous aider au niveau de l'élaboration d'un environnement démo ou un environnement de pratique Azure à mettre en place. Alors, sans plus tarder, j'y vais parce que Sébastien a besoin de tout le temps pour pouvoir donner l'atelier. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Ça se peut que Sébastien attende à la fin de la formation pour y répondre. Si moi, je suis en mesure de répondre à quelques questions, ça me fait plaisir, mais utilisez le chat. Soyez, soyez curieux. Puis Sébastien va faire son possible pour pouvoir répondre à ces questions, moi également. Et on a Sylvain. Et sans plus tarder, je laisse toute la place à Sébastien. Cool, super. Merci beaucoup, Steve, pour cette introduction. Donc, bien le bonjour à tous. Donc, pour ceux qui me connaissent peut-être un peu moins, je suis spécialiste technique Azure chez itcloud.ca, comme Steve l'a mentionné tantôt. En fait, j'agis comme support pré-vente. Mon rôle au sein d'itcloud.ca, c'est de faire un peu le pont entre les ventes et la technique. Par le biais de formation, d'éducation et d'accompagnement aux partenaires, mon objectif est d'assister les partenaires dans l'acquisition de clients grâce à la technologie. Je suis là pour expliquer, vulgariser et simplifier les pratiques et documentation de notre cher manufacturier Microsoft. Aussi, si vous avez besoin ou vous avez des questions à propos des licences perpétuelles ou souscriptions, Windows, SQL, Cal et autres, je suis là pour ça. Donc, sans plus tarder, allons-y, débutons ensemble l'atelier du programme Azure Excellence. Peut-être juste un pouce en l'air ou quelque chose là, pour être bien certain que tout le monde m'entende bien et que tout le monde voit bien mon écran aussi. Super, merci beaucoup. Donc, regardons l'atelier en soi. On parle de deux rencontres, trois rencontres en fait. Les deux premières sont de type théorique de 120 minutes. On va faire la première aujourd'hui ensemble en formule webinaire. On va taxer évidemment sur Azure et AVD. On va regarder les informations des outils de vente techniques, matériel de marketing et de formation, et on va faire un démo du calculateur de prix à la deuxième rencontre. On va faire un estimé d'utilisation qu'on appelle. La troisième rencontre, comme Steve le mentionnait, c'est une rencontre pratique de 90 minutes en formule 1 par 1 pour faire une conception, un déploiement, un POC, preuve de concept, etc., etc. Prenez le mot que vous voulez. Là. Et rendu là, je vous assiste, je vous accompagne. Et quand je vous lâche, l'infrastructure est montée, active, vous êtes branché, connecté. Et puis, je vous remets à la fin un one-pager qui vous donne les lignes, les grandes lignes de comment faire et pour être certain de rien oublier avec une portion tuning et toute la patente. Donc, quand je vous lâche, vous êtes up and running, vous êtes prêt et tout est fonctionnel. Le programme aujourd'hui s'adresse autant aux décideurs, aux vendeurs qu'aux techniciens. Donc, on va brosser quand même assez large au niveau des techniques, des connaissances, du comment, du pourquoi.
Donc, restez bien alerte. On va couvrir beaucoup de matériel. L'agenda de la première rencontre d'aujourd'hui, fait qu'évidemment, Microsoft Azure, les concepts, les différences, la migration, l'infrastructure. On va regarder précisément AVD ensemble, historique, comparatif, les opportunités, la facturation, qui va être un module qu'on va regarder surtout dans l'autre partie aussi. Je le fais en deux pour essayer de décortiquer ça, pour que ce soit plus facile à avaler. Les licences et la sauvegarde, évidemment, des sujets qui reviennent souvent lors des présentations. La rencontre numéro 2, comme je disais, on va regarder AVD au niveau de la vente de la facturation. Les prix, les économies, les outils qu'on a pour faire les calculs, les estimer, entre autres le calculateur de prix. On va faire un démo au niveau du Azure Price Calculator. Je vais vous expliquer, décortiquer tout ça, vous expliquer petite fenêtre par petite fenêtre, que ce soit plus facile à vulgariser à vos clients quand vous arrivez avec vos propositions de services. On va regarder le matériel marketing et formation chez TechCloud et chez Microsoft, évidemment. Et la troisième rencontre, conception d'un environnement démo pour AVD dans une souscription qui vous est propre à vous. Donc, allons-y, on saute à pieds joints dans la première slide. Donc, qu'est-ce que Microsoft Azure? En gros, c'est un endroit où est-ce qu'on peut faire du computing, mettre des databases, stocker des données, faire de la sauvegarde, configurer des solutions de recouvrement, faire de la gestion d'identité et des accès, faire aussi de l'hébergement, du développement et des applications en test. Ni plus ni moins, c'est une salle de serveur qu'on a accès en service dans le nuage. Le service Azure est disponible pour les petites entreprises qui veulent avoir accès à des services de très grandes entreprises. Euh, Comme le tableau suivant le démontre, plusieurs de nos partenaires utilisent une gamme étendue des services déjà disponibles dans Azure. Et on constate aussi que ce n'est qu'une petite partie. Si on regarde les encadrés rouges, c'est la plupart des services que nos partenaires vont utiliser. Il y en a d'autres, évidemment. J'en ai juste coché quelques-uns pour vous donner une idée. Mais on scratch la surface là, du côté Azure au niveau des produits et des services quand on va parler de la PME. Évidemment, c'est l'objectif aujourd'hui. Évidemment, on va s'approcher le plus possible de la réalité de nos partenaires, la gestion des petites entreprises. Donc, on va se concentrer là, surtout à ce niveau-là. Ensuite, évidemment, on est les plus beaux, les plus fins, les plus forts, etc., etc. Blague à part, évidemment, Azure est disponible dans 70 régions, disponible dans 140 pays au total. Comme on peut voir ici au Canada, on a 2 centres de données, un à Toronto et un à Québec. Dans le fond, là, Azure, c'est pas sorcier, ça n'a pas besoin de faire peur à personne. C'est seulement une salle de serveur qu'on accède à distance, tout simplement. Fait que c'est une nouvelle méthode de déployer des produits et services. Au lieu que ce soit on-prem, c'est dans le cloud. C'est tout. On sait plus ou moins ce que c'est. C'est Microsoft qui s'occupe de tout le back-end au niveau hardware et le reste se fait tout seul. Centre de données, qu'est-ce que c'est? L'image suivante nous démontre la façon un peu plus concrète, là, en réel. Qu'est-ce qu'un centre de données? C'est pas compliqué. Il y a des serveurs qui servent de hypervisor, qui partagent le périphérique, tel que disque dur, CPU, carte réseau, etc., etc. C'est un peu similaire comme un Hyper-V, un VMware, hein, ça ne le cachera pas. Microsoft n'a pas réinventé la roue. Donc, en arrière, on va hyperviser des serveurs physiques et puis on va partager les ressources à ce moment-là. On installe un système d'exploitation. Je fais attention aux mots que j'utilise. On installe ou on déploie. Vous allez voir dans l'Azure Price Calculator, je reviens souvent dans cette fonctionnalité-là. Très rare les gens qui installent, mais on déploie des images d'un système opérationnel, du système d'opération, pardon, qui sont déjà designés ou à travers le marketplace. Et par la suite, on les accède à distance avec différentes plateformes, protocoles, logiciels, etc., etc. Donc, c'est pareil comme quand on fait on-premise, quand on fait sur place, dans une salle de serveur, mais tout ça se passe dans les salles de serveur de chez Microsoft. C'est simple de même.
Les différences, on se fait souvent poser la question justement par rapport aux compétiteurs. Je ne veux pas trop embarquer là-dedans, mais je veux brosser un tableau là, quand même assez rapide. Là. Si on regarde chez Azure, c'est pas compliqué. On a une façon de se démarquer avec les software as a service, plateforme as a service, infrastructure as a service. On va en parler un petit peu plus profondément tantôt là, dans d'autres prochaines slides. On constate assez vite aussi que c'est l'étendue, la gamme de services Office 365. On parle des applications, Word, Excel, Outlook. On parle aussi des services, Exchange, Online, OneDrive, SharePoint et Teams. Et sans oublier l'intégration Azure Active Directory, Entra, aujourd'hui qu'on appelle évidemment. Et on est capable aussi de faire du Dedicated Server et bien d'autres services, c'est sûr et certain. Comme je disais tantôt, on se concentre au niveau de la PME. Fait qu'on va surtout regarder dans ces objectifs ou ces orientations-là. Si on se compare aux compétiteurs, parce qu'on se fait souvent poser la question avec surtout OVH, AWS et Google Cloud Platform, eux vont se spécialiser un peu plus au niveau du VPS et du Dedicated Server au lieu de faire des applications, des softwares comme du côté Microsoft. Je ne veux pas, comme je disais tantôt, rentrer trop dans le détail, mais grosso modo, ici, on est tous les deux des pommes, il y en a des rouges, il y en a des vertes. Donc, il faut juste savoir quel produit, quel service et à quel niveau, quelle intégration que le client a de besoin. Fait que la raison pourquoi justement qu'on se ramasse chez Microsoft Azure avec IT Cloud, ben, c'est justement avec toute l'intégration des plateformes, des services, des connectivités, produits, etc., etc. C'est là qui fait la force, justement. On n'ira pas dire que tous les œufs sont dans le même panier, mais tous les produits sont sous le même giron, par contre. Donc, c'est beaucoup plus facile pour le client de gérer tout ça. Prochaine slide. Donc, on parle justement des silos de responsabilité. Cette slide-là se veut un peu un clin d'œil. L'idée, c'est faire un lien avec les concepts de l'infrastructure à service, plateforme à service puis software à service, mais avec un produit que j'imagine tout le monde connaît assez bien, la pizza. Donc, ici, l'exemple, c'est pour comprendre le concept. Si on regarde les différents silos de responsabilité, on regarde la pizza, la première colonne, quand on le fait homemade, quand on le fait à la maison, on comprend assez vite qu'on est responsable de tout. Autant au niveau de la conversation avec les amis, on fournit de la bière, on fait de la pizza, il faut fournir l'élément chauffant, il faut fournir le four proprement dit et fournir les requis, l'électricité, le gaz, etc., etc. Donc, on est responsable de tout au complet. Comme quand on est on-prem, vous êtes responsable, en collaboration avec le client, évidemment, de la santé informatique de A à Z. Tandis que quand on change de colonne, infrastructure as a service, ben on se rend compte que le fourneau puis le gaz et l'électricité, ben, c'est fourni à l'intérieur de la cuisine communautaire. Donc, tout le monde partage ces services-là. Donc, il y a juste le petit bleu pâle au-dessus qu'on est responsable. On avance encore dans les silos. Si on le prend pour emporter, ben, on se rend compte assez vite que tout le monde dans la chaîne un peu plus bas est responsable de la pizza, le feu, etc., etc. Donc, on fait juste acheter ou prendre le produit et on part avec. Et la dernière colonne, le software as a service, quand on arrive dans un party, justement, ben, c'est que tout est fourni. Tout ce qu'on a besoin de faire, c'est de s'assurer de la conversation entre amis qui consomment tous les produits un peu plus bas. Si je m'en vais de l'autre côté, c'est exactement la même chose. Ici, on va regarder ensemble les vrais termes dans les vrais silos avec les vraies comparaisons. Donc, toujours de gauche à droite, si on regarde l'infrastructure as a service, si on regarde Azure qui va contenir une VM, ben, vous avez la responsabilité à partir de la machine virtuelle en montant. Au contraire de on-premise, que vous êtes responsable de tout, évidemment, de l'infrastructure, du chauffage, de la climatisée, la sécurité, etc., etc. Tout ça, c'est votre responsabilité. On continue un peu plus à droite, si on regarde le nouveau logo de Azure AVD, évidemment, le petit logo rouge. Donc, on parle d'une plateforme as a service. Donc, vous êtes responsable de l'application, puis des data et des accès. Et complètement à droite, Windows 365. Donc, c'est un software as a service. L'usager est responsable des données et des accès, tout simplement. À toutes les fois qu'on a des formations de Microsoft, c'est toujours la même chose. Microsoft cogne toujours sur le clou à savoir si on est capable de distribuer un software as a service, c'est toujours le mieux pour le client et le mieux pour le fournisseur, évidemment. On parle de récurrence, on parle de gestion, on parle de responsabilité, sécurité, tout la patente. Donc, Microsoft nous dit tout le temps d'aller le plus possible du côté droite, c'est-à-dire d'aller en software as a service. Si on n'est pas capable, on retranche à gauche. Plateforme as a service, on n'est pas capable, infrastructure as a service.
Souvent, dans nos discussions avec les différents partenaires, on se rend compte quand même assez vite que du on-premise, salle de serveur local, des fois, on n'a comme pas le choix non plus. D'être cloud à 100%, c'est un beau rêve. Mais dans certaines réalités, dans les régions éloignées, dans les industries particulières, des fois, on arrive qu'on n'a pas le choix d'avoir du stock on-premise. Je vais en reparler un peu plus tôt dans mes slides, mais aussitôt qu'on parle de big data, on parle des CNC, des automates, des trucs comme ça, des fois, on n'a pas le choix. Il faut garder des ressources à l'interne local parce que c'est la réalité du client. L'infrastructure a été désignée comme ça et des fois, c'est des challenges trop gros, tout simplement, pour le client pour déménager. L'idée, c'est qu'on regarde toujours, on accompagne le client, mais des fois, il faut être réaliste. Des fois, il faut répondre aux besoins du client et offrir un produit ou un service qui répond justement à son besoin. On change de page. Le lieu de travail moderne, 100% cloud, donc le Modern Workplace. Ce qu'on veut démontrer ici, c'est l'emplacement des produits. C'est-à-dire que, comme on voit dans l'animation, les produits se retrouvent tous du côté cloud, tous dans le nuage. Donc, autrement dit, le client est un peu serverless, ce qui permet aux usagers de graviter autour du nuage, de profiter de la flexibilité, un mot qui va revenir tantôt, élasticité qu'on va se permettre de dire, et au niveau de la sécurité qui est offerte par le manufacturier. Donc, on décentralise les données, les responsabilités, les services, on met ça dans le nuage. On s'aperçoit rapidement que les usagers qui soient sur site, à distance, à la maison, sur la route, peu importe la connectivité, tout ce qui est sécurité, tout ce qui est gestion, contrôle, accès, c'est fait à l'intérieur du nuage. Donc, le client est un peu déresponsabilisé de tout ça, a la possibilité de connecter à distance, peu importe la connexion Internet, justement, tout dépendamment de l'usager où ils sont, et de profiter des services, OneDrive, SharePoint, Exchange, et ensuite des applications et des données qui sont tous à l'intérieur du même pod. Donc, ici, on a un bel exemple justement comment un client ou une organisation peut déménager tous ses produits et services et profiter de tous ces bels avantages-là, justement. Ici, on va regarder le nuage hybride. Pardon. Donc, l'animation nous montre ici les applications et les données qui sont on-prem, la sécurité aussi, mais certains services sont encore ou déjà dans le nuage. Euh, Ici, on se rend compte aussi qu'on a besoin de sécurité supplémentaire lorsque les gens sont à l'extérieur pour se connecter, s'authentifier. Donc, ça peut apporter un certain lot de complexité ou de travail supplémentaire, mais c'est quelque chose qu'on voit aussi régulièrement. Ici, ça nous donne l'opportunité de séparer deux œufs dans deux paniers différents. Ça peut être une belle opportunité pour le client. Ça ici, c'est le genre de scénario qu'on voit justement quand on a des applications avec des enjeux comme les line of business, là, avec le big data, le CAD, le graphisme, les automates, qui restent locales, justement. Donc, on a des données et des services qui restent locales on-premise. Les gens se promènent dans le monde, peuvent se connecter à distance, avoir accès aux ressources, peuvent aller dans le cloud aussi. Les clients on-prem ont accès aux services dans le cloud aussi. Donc, ça déresponsabilise un peu le client de ce côté-là et profiter justement des différents services avec SLA, productivité qui sont déjà dans le cloud. Un des services qu'on voit le plus souvent, évidemment, c'est Exchange Online. C'est probablement le premier qu'on va se permettre à aller mettre dans le cloud pour faciliter, pour que ça soit un levier. Ce serait une belle première phase d'un projet justement pour un client pour s'en aller dans le cloud. Pourquoi? On parle infrastructure, plateforme, software service. Quelles sont les raisons puis les justifications? Donc, il y en a beaucoup. Les grandes lignes, évidemment, c'est d'être indépendant de l'infrastructure. Je l'ai dit tantôt, ça donne l'opportunité aux clients de se déresponsabiliser. Investir le juste prix aux endroits bien précis et nécessaires. On ne se le cachera pas. Hein, demain matin, un client a besoin d'acheter un serveur. Ben, il va acheter un peu plus gros au cas où que ses besoins grandissent, au cas où qu'il fasse des acquisitions, au cas où qu'il y ait des nouveaux projets.
Donc, un client doit sortir de l'argent et payer pour quelque chose d'un peu plus gros. S'il ne l'est pas, en fonction d'un serveur qui va avoir plus de slots pour la RAM, qui va avoir un deuxième power supply de disponible, qui va avoir de la place pour mettre des disques durs, etc., etc. Donc, ça, il faut y penser aujourd'hui. Le client paye un certain prix pour un article, mais ne l'utilise peut-être pas à sa pleine capacité ou a de la difficulté à le justifier. Donc, le cloud va apporter cette opportunité-là, justement, de payer pour ce qu'on a de besoin. En plus, le modèle Pay-as-you-go, ça, c'est un terme que j'essaye fort d'expliquer durant ma présentation. Pay-as-you-go, ça veut dire plus qu'une chose. C'est un peu comme un frigidaire. Là, malheureusement, au Québec, on parle comme ça. Là. Un frigidaire n'est pas un article probablement dit, mais c'est une autre compagnie, donc c'est un réfrigérateur. Donc, c'est un peu la même chose au niveau de Pay-as-you-go. On va retrouver ce terme-là un peu à gauche et à droite. Donc, là, aujourd'hui, justement, mon rôle, c'est de démystifier tout ça et de l'expliquer à toutes les fois. Donc, quand on va heurter le mot Pay-as-you-go, il va faire attention si on parle d'un modèle de facturation ou un modèle d'accès ou un type de souscription. Donc, on l'utilise à plus d'une sauce. Au fur et à mesure de mes exemples ou de mes slides, je vais vous expliquer justement de quelle façon que je l'introduis et dans quel but là, spécifique selon la slide. Là. Ensuite, un petit comparatif. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on se fait souvent poser lors des présentations, lorsqu'on fait des accompagnements avec des partenaires. Ici, je vous ai mis une petite liste de comparatifs là, entre on-prem sur site et Azure. L'idée ici est de vous aider à formuler votre speech de vente, de développer votre lexique en présence du client, puis pouvoir augmenter avec lui les différents aspects et avantages. Ça, on va adresser ça aussi à la deuxième rencontre. Là. Quel type de client on peut approcher par rapport à Azure avec AVD et autres technologies? J'aborde un petit peu ce volet-là. Là. Ici, je ne veux pas toutes les lister. Je pense que tout le monde est capable de voir à l'écran. Donc, il y a des avantages marqués au niveau de Azure. Les trois les plus populaires ou les plus évidents, évidemment, c'est l'élasticité des performances. Ça, je vais revenir encore et encore, surtout du côté Azure Price Calculator, la possibilité qu'on a d'être élastique, d'être flexible. Les autres compétiteurs se disent scalable, mais du côté Azure, on a la possibilité de scaler in, scaler out et scaler up, scaler down. C'est-à-dire qu'on est capable de manipuler la performance autant à la verticale qu'à l'horizontale, puis back and forth. Donc, excusez-moi pour l'anglicisme, mais on est capable de grandir et de rapetisser selon les besoins du client. Donc, un client, par exemple, qui a fait une acquisition ou qui a de nouveaux projets ou qui a besoin de consultants, bien, il est capable de grossir son saveur, d'augmenter sa performance pour répondre à la requête, de répondre aux besoins. Puis 2, 3 semaines, X nombre de temps après, ben, il y a juste à downsizer, il a juste besoin à rapetisser tout simplement sa performance et il va payer en conséquence. Tout ce qui est paiement, tout ce qui est facturation, ça aussi, on va regarder ça très attentivement dans la prochaine rencontre. Donc, ici, les trois avantages, comme je disais, l'élasticité de performance, l'accès conditionnel avec Azure Active Directory, aujourd'hui qu'on appelle Entra, évidemment, le conditional access nous donne un bon avantage de sécuriser les connectivités qui viennent se brancher avec Azure Active Directory. MFA, le Multifactor Authentication, a une autre couche supplémentaire qui est disponible à travers Azure. Donc, demain matin, vous avez un client qui vous approche et qui vous demande comment augmenter ou devenir plus sécuritaire. Ben, le fait de passer à Azure Active Directory est tout désigné, évidemment. Donc, lui permet d'avoir deux fonctionnalités de base, accès conditionnel, le MFA, et il va augmenter immédiatement sa sécurité pour sa connectivité. La rapidité de déploiement, je ne veux pas en parler beaucoup, mais on s'entend que déployer un environnement dans Azure, c'est de loin beaucoup plus rapide que on-prem, évidemment. Vous allez le constater si on fait des preuves de concept ensemble. La troisième rencontre, là, pour moi, déployer un AVD à la base, à partir de zéro, c'est 45 minutes. Donc, je mets au défi n'importe qui là, de monter en infrastructure, déployer, faire le networking, installer le serveur, déployer, mettre à jour les firmware, etc., etc., et ensuite installer le système d'opération et la configuration. On a dépassé, ça fait longtemps. Là. Donc, c'est ça la beauté du cloud, c'est qu'on arrive, qu'on a déjà accès à l'infrastructure, c'est déjà là, quelques fenêtres, quelques boîtes de dialogue, quelques clics de souris, et voilà, c'est déjà fait, c'est déjà configuré. Comme je disais tantôt, c'est rare qu'on installe, on va déployer. Donc, il y a déjà des templates, déjà des wizards déjà prêts pour nous permettre
d'être beaucoup plus rapide au niveau du déploiement. C'est sûr qu'on ne fait pas ça tous les jours, mais quand on parle d'un déploiement d'un projet avec plusieurs heures de travail, bien, si on est capable d'en retrancher quelques-unes de ce côté-là, le client est toujours content de sauver de l'argent. Gestion centralisée, tout se passe à travers du portail Microsoft, que ce soit à partir de l'Admin Center, que ce soit à partir de OneDrive, SharePoint ou Azure, dans le cas présent, ben, c'est un endroit où est-ce qu'on peut tous gérer l'infrastructure redondante. Si le client en a de besoin, il paye. S'il n'en a pas de besoin, ben, il ne l'active pas, c'est tout. Les automatisations, on a plusieurs fonctionnalités qui sont déjà là, qu'on peut payer à l'utilisation si le client en a de besoin. Sauvegarde, on a déjà un serveur de sauvegarde à travers d'Azure. On n'a pas besoin d'un third party. Si le client il en a un, pas de problème. On va regarder ça aussi dans la prochaine présentation. Mais ça, dans le fond, il faut juste voir ce que le client a de besoin et on met la solution en place simplement. On a du Disaster Recovery aussi qui est disponible, qu'on peut activer. Le client le paye s'il en a de besoin, c'est tout. Métriques et alertes, il y a déjà une foule de métriques et d'alertes qui sont déjà disponibles. Si le client veut, il peut payer pour en avoir plus, évidemment. La plupart du temps, c'est au niveau de la quantité de données, des logs qui sont entreposés. Les outils de changement, il y a déjà des outils qui sont déjà disponibles. Accès au niveau des rôles, donc on est capable d'être granulaire avec ce qu'on appelle les airbag roles du côté Azure. Donc on est capable de dire qui fait quoi, de quelle façon. Donc on est capable de sélectionner les accès, un peu sur le même principe que l'Admin Center, qu'on est capable d'attribuer des droits. Ben là, ici, ça va être des rôles dans Azure. Et la beauté de la chose, c'est que ce n'est pas parce qu'on est admin d'un côté qu'on est nécessairement owner de l'autre. Donc, on peut délimiter qui fait quoi dans Azure selon les droits et selon les rôles. Et évidemment, on a des offres plateforme as a service, software service à partir du marketplace. Donc, on est capable d'avoir un grand éventail, un grand portefeuille d'applications et de solutions plateformes à offrir aux clients quand que le besoin se fait sentir. Évidemment, le dernier, on passe du CAPEX vers le OPEX. Donc, il peut devenir un certain avantage pour le type de client qui est bon ou qui veut justement s'en aller du côté Azure, qui voit l'opportunité de ce côté-là. Et évidemment, la petite image, je me suis gâté un peu. Bien, évidemment, la salle de serveur chez Microsoft, ben, c'est droit, c'est propre, puis c'est correct, ça marche bien. On continue. Migration de serveurs. Ici, ce qu'on veut parler, ce qu'on veut vous transmettre comme information, c'est que ça dépend. Le mot dépendre, ça dépend. L'expression, on va souvent l'utiliser dans Azure, évidemment, parce que c'est le modèle Pay as you go. Donc, faut savoir que c'est utilisateur-payeur. Donc, ce concept-là s'applique souvent. Je vais revenir souvent avec ça. Ici, ce qu'on veut démontrer, c'est selon l'infrastructure que le client a, il y a différentes façons, il y a des critères à observer pour faire de la migration. Il y a des opportunités aussi, il y a des modèles qu'on peut regarder tout dépendamment. Donc, quand vous en avez besoin, vous nous le dites, on est là pour vous. Service 5 étoiles chez TechCloud, on vous accompagne dans cette aventure-là. Je vais juste accepter la dernière personne qui vient de rentrer. Et voilà, parfait. Donc, on ferme ça ici. La quantité de données va avoir une influence, évidemment, sur le type de solution, la méthodologie qu'on va utiliser. On dit, par exemple, 1 Tera, ça peut être plus, ça peut être moins, évidemment, mais quand on a une grande quantité de données, il y a différents services que Microsoft peut mettre à notre disponibilité. J'en parle un peu plus loin, là, mais grosso modo, quand on arrive dans des très, très grandes quantités, on parle de Databox, Microsoft sont capables de nous envoyer, on déplace nos données et on renvoie ça à Microsoft, ils intègrent ça dans le centre de données. On parle d'une quarantaine de Tera et plus, c'est que ça peut devenir intéressant. Mais dans le côté de la PME, la plupart du temps, ça va être soit un copy-paste, ou on va faire un import, on envoie ça directement avec un disque dur virtuel. La structure des données, évidemment, va avoir une grande influence, c'est-à-dire que si on a déjà des lecteurs réseau ou si on a un NAS, si on a des disques durs virtuels, si on utilise de SharePoint, OneDrive ou Teams, ce qui va tout de suite avec l'autre point à côté, l'adaptation au changement. Exemple, les lecteurs de disques réseau, la question qui revient souvent. Quand on arrive avec un client qui a, disons, un bassin d'employés qui ont acquis une certaine connaissance, mais des fois, le learning curve peut être difficile. Des fois, les employés
pourrait avoir certaines réticences. Hein? L'être humain est comme ça, hein? Réticence au changement, on s'entend, on ne se le cachera pas, on est tous comme ça. Mais dans certains cas, quand on va aller changer la technologie, quand on va changer les approches, les sécurités, les méthodes de faire, les outils, pensez juste quand Teams est arrivé, ça a changé la donne. Donc ça, c'est une chose à regarder avec le client, justement. Comment c'est que ça fonctionne aujourd'hui, comment ça va fonctionner demain et comment on fait le pont entre les deux. La gestion du changement, l'information, qui va la déployer, qui va le renseigner, qui va donner les formations. Fait que ça, c'est important à regarder aussi. Ensuite, les applications qui vont y accéder, évidemment, quand on a des applications client-serveur, exemple Sage, Comba, Dynacom, pour les nommer seulement que ceux-là, on sait tous, évidemment, que l'application doit toujours être le plus proche du serveur. On ne peut pas mettre la database de Sage, Comba, Dynacom sur OneDrive, SharePoint ou peu importe. Le client applicatif doit être le plus proche possible de la base de données, si je peux dire ça ainsi, ou du serveur qui va partager le service pour avoir le moins de latence possible. Donc, ça aussi, ça va avoir un impact ou c'est quelque chose qu'on doit noter dans notre environnement, savoir comment on va designer ça une fois rendu dans Azure. On parle de CAD, Autodesk, SolidWorks, etc. Aussitôt qu'on parle de Big Data, qu'on va avoir des gros fichiers, des gros assemblages, ça aussi, ça va avoir un gros impact sur comment faire la migration, où est-ce qu'on va mettre les données. J'ouvre une petite parenthèse. On est rendu avec, ça fait un petit bout, là, mais on est rendu avec la deuxième génération. Puis Windows 365 vient de sortir justement des SKU avec des GPU. Donc, la possibilité de faire du CAD et du design directement dans Azure. On a quelques partenaires avec des clients qui ont déjà testé ça. Il y en a qui ont bien aimé ça. Il faut que ça s'adresse évidemment à un besoin type de CAD ou d'ingénierie particulier quand on va aller dans le cloud. On ne se le cachera pas, hein, le canal RDP est limité avec le nombre de frames par seconde. Donc, c'est comme de regarder YouTube sur une machine à distance. La qualité visuelle va être là, mais ça risque d'être laggy, ça va être choppy, etc., etc. Donc, c'est un peu ce même concept-là. Il faut savoir qui va faire quoi dans le cadre. Si vous avez des besoins ou quoi que ce soit, de ce côté-là, je suis là aussi pour faire un genre d'analyse avec vous, puis à la rigueur, faire des preuves de concept aussi. Ça peut se faire. On continue. Deuxième page. Les options qu'on va regarder pour les transferts de données. Je disais tantôt selon les situations. Aujourd'hui, on va regarder, là, présentement, on va regarder de l'autre côté. Donc, selon les données. Exemple, dans SharePoint, il y a déjà un tool qui est déjà disponible pour vous, le SharePoint Migration Assessment Tool. Sinon, on a des third party, évidemment, comme BitTitan chez nous, qui va pouvoir vous donner un bon coup de main de ce côté-là. On parle de Team, SharePoint, OneDrive, etc., etc. Copier-coller, ça reste que la façon la plus facile, évidemment, quand on va prendre des données et qu'on va les apporter du serveur on-prem et on va les apporter du côté cloud, tout dépendamment de la grosseur des données. Quand on parle des bases, justement, par rapport à voyons, Sage, simple comptable, Comba, etc. Là, pour l'instant, on va faire un copier-coller, on va passer au travers du canal, puis on va l'uploader directement chez Microsoft dans Azure. Ça va être beaucoup plus facile. Sinon, on est capable de faire des disques virtuels, de les envoyer, ou les databox, justement, comme je parlais tantôt. 40 Tera et plus, et les services les plus petits. C'est mémoire est bonne, là, le databox à 40 Tera, c'est un NAS avec 8-10 dedans que Microsoft vous envoie. Vous remplissez les carreaux, vous mettez vos données, vous renvoyez ça chez Microsoft, ils connectent ça dans Azure, ils pompent les données et voilà. Puis il y a des chariots un peu plus gros là, qui vont là, dans des quantités un peu plus volumineuses. Là. Mais ça, c'est plus ou moins aligné avec les besoins de la PME. Au niveau des serveurs, évidemment, on est capable de faire Azure Migrate, on est capable de faire un lift and shift, on est capable de prendre une VM et de l'envoyer, un peu comme on faisait un P2V à l'époque. C'est sûr qu'il y a des conséquences à ça, où il peut y avoir des petits irritants. La plupart du temps, c'est au niveau des cartes réseau. Il faut faire attention, pilote, configuration, etc., etc. Mais ça se fait. Le scénario typique, on a une machine virtuelle qu'un client a, ou un serveur physique aussi, un client a et que le programmeur s'est poussé, n'est plus disponible, n'a pas les CD d'installation, etc., etc. Donc, on est capable de le faire. Si c'est un environnement physique ou virtuel, on installe un agent et on pompe ça, on envoie ça durant des Azure, puis il fait sa migration, un peu comme on faisait à P2V à l'époque. C'est un peu sur le même concept. C'est faisable. Il faut juste analyser puis bien comprendre la situation. Puis une fois que ça fonctionne, on fait des tests de l'autre côté, puis l'affaire peut être catch-up. Donc, on peut faire ça au niveau du serveur physique, VMware, Hyper-V, serveur virtuel, même quand c'est d'autres compétiteurs, OVH ou des clouds privés. On est capable de faire ça avec des databases SQL aussi, et même avec des applications web. Bon, tombons un peu plus dans le vif du sujet. On va commencer. Windows 365 versus AVD. On se fait souvent poser la question, c'est quoi la différence entre les deux?
Donc, Windows 365, c'est un software as a service, tandis que Azure Virtual Desktop, c'est une plateforme as a service. On va se rappeler une des premières slides que j'ai montrées, là, justement, qu'on avait les différents silos de responsabilité. On avait Azure Virtual Desktop dans le milieu et Windows 365 à droite complètement. Donc, les responsabilités de tous et chacun sont différentes selon le service. Évidemment, Windows 365 est disponible en Windows 11 et 10, comme on voit dans le tableau, tandis qu'AVD, on peut l'avoir à Windows 10, 11 et Windows Server 2016, 2019 et 2022. Évidemment, c'est disponible. Je vais expliquer un peu plus tantôt AVD. On va démystifier ce petit point-là tantôt. Je voulais commencer par un comparatif pour mettre la table. L'administration, évidemment, Windows 365 va se faire à travers le Endpoint Manager pour la version Enterprise. Sinon, la version Business, c'est libre service. Oui, Windows 365, on a 3 versions, le Business, l'Enterprise et le Frontline. Ici, là, je fais juste parler des 2 premiers. Du côté Azure, on a le portail Azure, évidemment. Je ne parlerai pas de VMware Citrix, on n'est pas là aujourd'hui dans la PME. Donc, au niveau du portail Azure, ben, c'est tout cela où est-ce qu'on va gérer notre environnement. Ensuite, le prix, ben, du côté Windows 365, c'est des SKU, donc on sait par mois comment ça nous coûte, c'est-à-dire qu'on a un prix fixe. Tandis que du côté Azure, ben, la réponse c'est ça dépend. C'est basé sur la consommation. Le client consomme des produits et services plus que supposé, ben, ça pourrait lui coûter plus cher. Ça va arriver des fois que dans l'Azure Price Calculator, quand on fait un estimé d'utilisation, ça arrive que ça coûte moins cher. C'est vrai. Ça arrive des fois que ça coûte bullseye, puis des fois, ça coûte plus cher. Ça dépend de ce que le client fait. Un des commentaires que je vais vous passer justement dans le Azure Price Calculator, malheureusement, quand on a fini, on n'a pas un beau bouton qui nous permet de switcher dans la réalité et dans la production. On peut faire deploy tout ce que je viens de demander là. C'est pas comme ça que ça marche. Grosso modo, c'est comme au restaurant. On regarde un menu, le serveur prend notre commande, s'en va dans la cuisine et fait notre repas. C'est exactement même affaire du côté Azure, c'est la même chose. Donc, quand on fait un estimé d'utilisation, qu'on le montre en proposition, que le client accepte, après ça, il faut qu'il y ait un technicien qui prenne la recette, les ingrédients et qui le mettent dans le pot du côté Azure pour déployer tout ça. Donc, ça, il faut faire attention. Si jamais il y a des oublis ou s'il y a des mistypos entre les deux, ça peut arriver que ça coûte à la hausse ou à la baisse, selon l'erreur qui pourrait s'être glissée, évidemment. L'expérience utilisateur, bien évidemment, du côté Windows 365, c'est un ratio de 1 pour 1. Fait qu'une personne est branchée dans son Windows 365, que ce soit Enterprise ou Business. Frontline, c'est un peu différent, évidemment. On a un ratio de 1 sur 3 avec de nouvelles fonctionnalités de Microsoft. Tandis qu'AVD, on peut avoir du VDI, mais on peut avoir du VDA aussi. C'est-à-dire que c'est ça le but de la chose, c'est d'avoir une plateforme où est-ce qu'on va partager les ressources et partager les frais. Donc, on va avoir un frais mensuel par usager. C'est exactement la même chose que le RDP, que le Remote Desktop Protocol, Terminal Server, RDS, appelez-le comme vous voulez, mais c'est exactement le même concept. C'est de partager les ressources et les frais d'une machine ou plus pour le parc de usagers chez le client. Donc, les clients cibles, pour Windows 365, évidemment, quand on va avoir, exemple, le travailleur autonome, le gars qui est tout seul chez eux, qui n'a pas besoin de faire de la collaboration directe, SharePoint, OneDrive, Teams, c'est suffisant pour lui, ben let's go, on va y aller avec un Windows 365. L'usager va être stable, il va être confiant, peu importe s'il se branche à partir de son ordi ou d'un autre, ça va toujours être la même expérience utilisateur, il va se retrouver avec son desktop, ses applications, etc., etc. Du côté AVD, c'est un peu la même chose. C'est juste qu'on a la possibilité de mettre plusieurs usagers. On peut le mettre en VDI, c'est-à-dire ratio 1 pour 1, mais quand on va le mettre en VDA, c'est qu'on a la possibilité justement de partager les ressources, comme je disais tantôt. C'est là où ça prend tout son sens, puis c'est là qu'on vient parler. On n'ira pas faire de la compétition à RDP, mais c'est une nouvelle façon. C'est là où on s'en va dans la prochaine slide, justement. RDS versus AVD. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi ça mange un univers? C'est quoi la différence? On commence par le serveur terminal. Donc, c'est un composant Windows qui permet à un usager de lancer un bureau pour une application. Tout le monde sait ça. Sur un ordinateur à distance, basé sur Windows Server. Ah, OK. Basé sur Windows Server seulement. Via une connexion réseau. Ah, OK. Donc, il faut être sur le réseau directement. Tandis que quand on regarde à droite, Azure Virtual Desktop, c'est un service basé sur Azure et non pas sur le Windows proprement dit. Ce n'est pas tout à fait la même chose. La porte d'entrée n'est pas à la même place. Qui permet à un usager de lancer un bureau ou une application. OK, c'est la même chose, c'est pareil. Sur un ordinateur à distance, même chose aussi. Basé sur Windows Server et Windows Workstation. Ah, là, ça devient intéressant.
Fait qu'on a la possibilité pas juste de faire du Windows Server, du Windows Workstation aussi, 10 et 11, au-delà des Internets et non pas sur le réseau direct. Donc, ce qu'il faut comprendre par là, c'est qu'on a la possibilité de se connecter avec AVD au-delà des Internets, over Internet, mais sans lien VPN. Et on reste sécuritaire quand même. On regarde le petit tableau en bas, on voit bien qu'à gauche, le RDP ou le Terminal Server va utiliser l'infrastructure locale, le port 3389, et pour bien faire, il faut mettre un VPN. Hein, on s'entend pour être sécuritaire. Et on va avoir accès à des bureaux, des applications et Windows Server. Tandis que du côté droit, du côté AVD, on fait exactement la même chose. On a accès aux bureaux, aux applications, on peut faire du Windows Server et on peut aussi faire du Windows Workstation. On utilise la port 443 et on passe à travers le portail Azure. Donc, je pense que d'un seul coup d'œil, on voit bien qu'au départ, on a la possibilité d'être beaucoup plus sécuritaire. Au lieu de passer par le port 3389, on passe pour le 443. Petite parenthèse, c'est Microsoft qui s'occupe du certificat SSL, évidemment. Ce n'est pas le client ni le partenaire qui s'occupe de ça. C'est tout géré en back-end. Et en plus, on n'a pas besoin de VPN. Donc, ça facilite grandement le déploiement, la gestion, les comptes, etc., etc. Donc, le client, il y a différentes façons de se connecter, évidemment, on va voir ça plus tard, mais soit à travers son application, soit à travers une page web, le web access de AVD, ben, un usager peut se brancher à sa machine et profiter de la même expérience utilisateur. Donc, on voit bien ici là, que c'est la même chose. C'est deux applications, deux services qui nous permettent d'avoir accès à des bureaux, des applications basés sur des systèmes d'opération. On va un petit peu plus loin dans le concept. Serveur terminal, ma slide, s'il vous plaît. Ouais, super, parfait. Donc, le modèle de gauche, c'était le modèle simple, évidemment, que j'utilise le port en 389, puis je n'ai pas mis de VPN. D'accord? La version de base qu'on voit malheureusement encore aujourd'hui, et même si on a des ports en 389 qui ont été soit redirigés ou renumérotés, donc on le voit malheureusement un peu trop souvent, c'est-à-dire que les ports sont automatiquement exposés carrément directement sur le web. Oui, on est capable de mettre des limites, avoir des services, puis tout, là, justement pour limiter les accès, mais on s'entend que l'authentification est faite une fois que la connexion est établie. Si on veut sécuriser, il faut avoir un VPN. On n'a comme pas le choix. Mais là, on vient rajouter une certaine couche de complexité, de gestion, facturation, etc., etc. Ça se fait. Tout le monde a cette habitude-là. L'affaire est ketchup. Ça marche depuis longtemps et tout le monde est content. Tandis que l'image de droite, elle, nous démontre assez bien que Microsoft vont s'occuper du broker, vont s'occuper du gateway. J'ouvre une petite parenthèse ici. Le server terminal, à la base, était supposé justement d'avoir trois parties. On est supposé de déployer un gateway qui, lui, va être exposé à l'extérieur, qui, après ça, va aller parler au broker, qui va être à l'intérieur, qui, lui, va renvoyer ça au terminal server. Donc, l'architecture originale de 3 serveurs, 3 services, du côté server terminal, faisait la job, c'était correct. Mais aujourd'hui, ben, c'est ça. Moi, le premier, quand j'ai fait des déploiements, on ouvrait le port en 389 sur un serveur, puis la vie était belle, puis go, c'était parti. Tandis que du côté AVD, c'est pas tout à fait la même chose. C'est Microsoft qui prend tout ça en charge. Comme on peut voir dans l'image, le broker, le gateway, ainsi que le port 443 avec le certificat SSL, c'est tout Microsoft qui s'occupe de ça. Donc, ça ne nécessite aucun VPN. Puis le montage de l'infrastructure, évidemment, est beaucoup plus simple. Donc, comme je disais tantôt, moi, quand je fais mes présentations, c'est 45 minutes monter une infrastructure avec AVD. Là. Ça se fait en quelques clics de souris. Puis c'est un déploiement. Microsoft s'occupe de tout ça en arrière. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Bon, on va tomber dans le vif du sujet. La question du jour, qu'est-ce que AVD? Depuis tantôt, les petits exemples que je vous sors, ben, c'est ça. De façon simple, c'est comme RDS, mais c'est en mieux. Donc, si je regarde ici ma petite animation, on voit bien que j'ai Monsieur Usager qui veut se connecter à travers le MSTSC ou l'application MSTSC avec le 3389, qui va avoir accès à Windows Server 2016, 2019 et 2022. Jusque-là, l'affaire est catch-up. Ce qu'on va regarder, nous, aujourd'hui, présentement, c'est avec AVD, la possibilité de rajouter l'expérience utilisateur Windows 10 ou Windows 11. Honnêtement, c'est la plupart des scénarios qu'on va accompagner nos partenaires aujourd'hui. Quand on va déployer des AVD, dans la majorité des cas, ça va être du Windows 10 ou Windows 11.
Il faut être honnête, ça arrive une fois de temps en temps qu'on va déployer ce 2016, 2019, 2022 dans des cas spécifiques. Pour des raisons X, le client va avoir des applications qui ne fonctionnent pas sur des workstations, des vieilles applications designées américaines ou des trucs comme ça qui ne fonctionnent pas sur workstation à cause d'une application, d'un third party, d'un design ou peu importe. Donc, on a la possibilité quand même de mettre AVD, parce qu'on se rappelle, hein, c'est juste une méthode de connectivité. Au lieu d'être le 3389, c'est le 443. Hein, pas, Microsoft n'a pas réinventé la roue, proprement dit. Ils ont juste réinventé la façon de s'y connecter puis l'expérience utilisateur qu'elle a avec. Donc, on a la possibilité d'utiliser AVD et de se connecter à un serveur, proprement dit. Donc, on continue notre petite aventure. Une fois qu'on est rendu avec AVD et qu'on a choisi notre système d'opération, on a la possibilité de se connecter. Comme je disais tantôt, Microsoft va s'occuper du gateway et du broker. Comme on peut voir la petite encadrée en bas à gauche, on a la possibilité d'utiliser plein de data centers dans le monde. J'ouvre une parenthèse. Nous, en tant que distributeur canadien, on doit provisionner et on ne peut que provisionner des souscriptions canadiennes. Donc, ce qui veut dire que l'adresse de facturation doit être canadienne. Ensuite, la géolocalisation du serveur, vous la mettez où ce que vous voulez. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. Donc, on en a des clients qui ont des serveurs à l'extérieur du Canada. Fait que ça, il n'y a pas de trouble. C'est juste une question d'accessibilité. Nous, tout ce qu'on a besoin, c'est être capable de facturer une adresse canadienne. Le reste, que cela ne tienne. Il n'y a pas de problème. Donc, ici, on voit bien que Microsoft nous donne la possibilité de se brancher à travers AVD, peu importe dans le monde. On va voir tantôt des data centers, on en a 2 au Canada. On va regarder la différence entre les deux et tout. Donc, de façon native, on a plusieurs options et services qui sont complémentaires, disons, ou déjà inclus dans AVD. La première, on va avoir la gestion de la grosseur des performances. Performance et capacité. Donc, comme je disais tantôt, on est élastique, scale in, scale out, scale up, scale down. Donc, n'importe quand, on est capable de gérer, choisir, modifier, moduler la performance de la machine selon les besoins du client. On va expliquer ça dans la deuxième rencontre, là, les terminologies, les familles, les besoins, pourquoi, comment. Puis, on est là, évidemment, pour vous assister là, pour faire ce genre de scoping-là. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a évidemment le bureau qui vient avec les applications, comme on peut voir dans la petite encadrée. On est branché là, présentement sur une machine Windows 11. Donc, on a accès au desktop, pareil comme quand on est en RDP, c'est la même chose. Et on a des applications à l'intérieur. Donc, l'expérience utilisateur est un peu plus réelle ou un peu plus fidèle à ce que l'usager vit aujourd'hui. On n'est pas plus obligé, avec AVD justement, de gérer l'interface, de modifier les GPO, de bloquer des menus, comme on était obligé de faire du côté Windows Server quand on utilisait le RDS. Donc, du côté Windows Workstation, c'est la même expérience utilisateur, les mêmes icônes, les mêmes menus, exactement. La question que je me fais souvent poser, c'est est-ce que les usagers vont tomber local admin ou comment peut-on mettre un usager local admin sur un AVD? C'est similaire beaucoup à ce qu'on vivait dans le RDS, c'est-à-dire qu'on va avoir les groupes de sécurité, local user puis local admin. On a différentes façons à arriver à ça selon l'architecture qu'on va avoir choisie, selon le modèle. Je fais une histoire courte, là, on va regarder ça aussi dans la deuxième présentation, c'est-à-dire que si on fait un AD joint, on va avoir une technique qui va être plus simple, qui va être utilisée dans le portail Azure pour gérer ça. Et si on y va avec un contrôleur de domaine, ben là, à ce moment-là, on va gérer ça avec les droits d'accès en PowerShell. Rendu là, notre département de support technique, là, ils se font un plaisir de vous accompagner de ce côté-là pour mettre ça en place et bien déployer. Ensuite, l'interface ou directement dans le AVD, ben, ça va être la même chose. La gestion des connexions des usagers se fait de la même façon qu'on faisait sur un RDS. Comme on peut voir dans l'encadré, right-click Task Manager et on voit les différents users. Donc, n'importe quand, pas n'importe qui, mais un admin est capable de faire bouton de droite, puis log off, puis disconnect sur une session. Même chose qu'on faisait du côté RDS. La question qui va aller avec ça, évidemment, c'est la gestion des profils. Encore là, tout dépendamment de l'architecture, du modèle qu'on va choisir, on va avoir différentes façons. Oui, on a la possibilité d'utiliser FSLogix, mais dans la plupart des petites entreprises, qu'on va avoir un AVD seulement, la plupart du temps, les profils vont être locaux.
La question qui suit avec ça, c'est la journée que j'ai plus qu'un serveur, comment on fait pour gérer les applications et les connectivités? Ben, c'est un peu le même principe qu'RDS, c'est-à-dire que chacun des serveurs AVD, qu'ils soient workstation ou server, vont être identiques, vont être pareils, comme une ferme RDP ou une ferme Citrix. On va gérer ça, pardon, avec un Gold Image. Donc, à ce moment-là, toutes les machines vont être identiques. Les profils pourraient être dans des répertoires redirigés ou avec FSLogic, qu'on va monter des profils temporaires, là où est-ce que la personne se connecte. Donc, l'expérience utilisateur va être identique, peu importe sur quelle VM, là où est-ce qu'il va se brancher. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a la gestion des usagers et des accès. Donc, on est capable de faire ça à travers Microsoft Entra, Azure Active Directory. La fenêtre qu'on voit là est un peu similaire à celle qu'on voit dans le Microsoft Admin Center. C'est juste une vue un petit peu différente avec des fonctionnalités un peu plus avancées, disons ça comme ça. Mais la gestion se fait exactement de la même façon. Ensuite, une belle opportunité, on a déjà des rapports de diagnostic qui sont déjà inclus à l'intérieur de Azure. Que là, je parle d'un screenshot de Azure Virtual Desktop, mais au niveau des serveurs, ça va être similaire, évidemment, tout dépendamment de ce qu'on va aller chercher. Ressources, disque dur, carte réseau, performance, etc., etc. Donc, on a déjà des outils qui sont déjà là, déjà disponibles. On n'est pas obligé de réinstaller des trucs supplémentaires. Si on va avoir plus de logs, si on va aller voir un peu plus deep, là, par contre, il faut activer des fonctionnalités. La plupart sont payantes. Je dois être honnête et transparent. Mais de base, on en a des très bonnes qui nous permettent de voir en temps réel qu'est-ce qui se passe sur le hypervisor. Et ensuite, on a des rapports de performance qu'on est capable d'activer avec le Insight. Donc, l'idée ici, c'est de vous donner la possibilité de prendre des décisions éclairées pour bien aligner les frais, la performance, les services à consommer avec le client. Donc, à savoir si la machine est, excusez-moi l'anglicisme, overscopée ou underscopée. La journée que le client disons, émet des commentaires, comme de quoi que la machine n'est pas assez performante, ben, c'est pas difficile. Comme je dis depuis le début, on est élastique. Donc, on shut down la VM, on change le type d'instance, ce qu'on va voir un peu plus tard, c'est-à-dire le CPU et la RAM, on boot la VM et voilà, c'est plug and play. Donc, n'importe quand dans la journée, si vous avez besoin de modifier la performance de la machine, c'est faisable. On va explorer ça dans une autre présentation aussi, dans la deuxième, là, que je parle au niveau de la facturation. Les opportunités AVD. Donc, ici, on va parler quand ou comment on va adresser ça avec le client. Évidemment, le premier point, c'est la réduction des coûts. C'est-à-dire que ça va permettre aux clients, je fais attention au mot réduction, évidemment, c'est tout à challenger. Là. Comme je disais un peu plus au début, l'idée, c'est de permettre aux clients de payer le juste prix. C'est-à-dire que le client n'a pas besoin de se prendre un serveur plus gros au cas où de son expansion, acquisition, etc., etc. Non, on va payer juste ce qu'on a de besoin au niveau de la performance puis la quantité. Donc, ça va avec l'idée qu'on est élastique. Si jamais on a choisi une machine trop petite ou trop grande, ben, on est capable d'ajuster au fur et à mesure le besoin. Donc, n'importe quand, comme je disais tantôt, on est capable de changer la grosseur, la performance, on shut down, on change, on revient, et voilà, au niveau des CPU et de la RAM. Une question qui revient souvent, c'est au niveau du disque dur. Évidemment, on est capable de grossir le disque dur, puis c'est pas sorcier, c'est pareil comme ça un Hypervisor, un Hyper-V. C'est-à-dire qu'on shut down la machine, parce que c'est le disque dur système, évidemment. On shut down la VM, on grossit le disque dur, on boot la VM et on n'oublie pas la dernière opération, c'est-à-dire de faire un expand la partition. Et voilà, c'est tout. Évidemment, de resizer down, de rapetisser le disque dur, je fais attention aux mots que j'utilise, ce n'est pas supporté. Je ne dis pas que ça ne se fait pas, mais ce n'est pas supporté d'emblée. Donc, il y a des méthodologies, il y a des façons de faire, il y a des articles qui nous l'expliquent. Pour l'instant, on passe par un backup pour faire un recouvrement. Mais le cas échéant, où ce que le client en a vraiment besoin, il y a des façons de faire pour avoir ce but-là. C'est assez rare, mais on pourrait, évidemment. Ensuite,
Autre opportunité, c'est de passer du CAPEX à l'OPEX. Évidemment, il faut avoir le client qui voit, qui comprend les avantages de tout ça. Évidemment, dans Azure, on paye au fur et à mesure. Hein. C'est un modèle de consommation. On a quelques opportunités qu'on peut payer à l'avance. Puis ça, je vais regarder ça justement en détail dans l'autre présentation. On parle du Azure Hybrid Benefit qui va venir avec le système de licence au niveau des CSP. Au lieu d'être en location mensuelle, ça va être payé upfront à travers nous, à travers notre carte. Et la possibilité aussi de faire des commitments. On parle des Reserve Instance, des Saving Plans. Donc, ça, on a la possibilité aussi de payer, disons, à l'avance, au mois. On a la possibilité de faire ça upfront, mais ça, c'est une autre histoire, on en parlera plus tard. Mais dans le fond, c'est de payer au niveau de l'opérationnel et non pas obligé de sortir du cash flow pour que le client soit un peu plus à l'aise. Donc, c'est une belle opportunité au client, justement, d'alléger, disons, son petit côté financier. Remplacement de terminal serveur. Évidemment, demain matin, vous avez un client avec un terminal serveur on-prem qui veut s'en aller dans le cloud ou qui veut revamper son infrastructure, ben, on a une belle occasion ici. La plupart de nos scénarios, quand nos partenaires viennent nous voir avec un terminal server, ben, on va leur expliquer quelle est la différence, comment ça fonctionne et ça va finir avec un scénario AVD. Ça va arriver très, très souvent. Comme je disais tantôt, dans certaines circonstances, dans certains cas, oui, effectivement, on a des scénarios où est-ce qu'on reste avec un Windows Server. Mais à ce moment-là, il y a une méthodologie, une mise en place un peu différente, mais le concept reste le même, c'est qu'on va avoir accès à travers AVD aussi. Donc, ça reste aussi sécuritaire, la flexibilité est là, toute la beauté du produit d'AVD reste. C'est juste le système d'exploitation qui va changer, les licences et un peu l'architecture. Migration vers le cloud, comme je disais tantôt. Donc, un client, s'il veut déménager vers le cloud, voici une belle opportunité de lui parler d'AVD. On parle de favoriser, répondre aux besoins de l'élasticité. Je parle depuis tantôt justement scale up, scale down, scale in, scale out. C'est-à-dire n'importe quand on est capable de grandir ou de rapetisser une machine avec son instance CPU et RAM. Et on a des fonctionnalités dans AVD qui nous permettent de scaler in, scaler out. Et il y a même des automatismes de ce côté-là. Dans le sens que demain matin, on démarre avec une machine avec un nombre X d'utilisateurs, mettons qu'on parle d'une dizaine, et on peut dire à Azure, lorsque un nombre X d'usagers arrive supplémentaire, ou lorsque la performance de ma VM arrive à tel point, exemple 80% de sa capacité, démarre une nouvelle machine et branche mes gens sur cette nouvelle machine-là. Donc, Microsoft Azure Virtual Desktop est capable de s'ajuster automatiquement, de grossir l'infrastructure. Là, on parle un peu plus de PME, on va parler d'un peu plus au niveau des grandes entreprises, mais ça pourra arriver. Donc, ça, c'est disponible aujourd'hui. On est capable de programmer AVD pour qu'il grandisse automatiquement dans la journée avec le besoin du client. Et la beauté de la chose, c'est quand les gens se déconnectent et qu'ils vont libérer les ressources, ben, AVD, avec la policy, a le droit justement de shutdowner les VM et de diminuer la performance disponible, disons ça comme ça. Donc, les frais vont s'ajuster au fur et à mesure et selon la performance et le besoin du client dans la journée. On va parler de fusion, d'acquisition ou des employés à court terme. Ça peut être une belle opportunité. Quand on a des gens à court terme qui viennent ou des collaborateurs, pardon, ça peut être une belle opportunité aussi d'utiliser AVD, c'est-à-dire qu'on va leur offrir un environnement qui va être contrôlé et qui vont avoir accès aux applications que l'on veut bien et ils se connectent à partir de la plateforme qu'ils veulent bien, que ce soit à partir d'un Windows ou autre, que ce soit à partir d'un PC, d'une tablette, les gens vont pas se connecter et avoir l'expérience utilisateur que nous, on va prédéterminer au départ. On parle de télétravail, des équipes qui sont géographiquement réparties. On parle je viens justement de dire du Bring Your Own Device, et les usagers arrivent avec leur propre périphérique. Donc, ça permet à toute une équipe de partager de la performance sur une machine qui est géolocalisée à la même place, mais qu'eux sont complètement décentralisés. Donc, la personne va avoir l'expérience qu'on va prédéfinir avec la performance de la machine. Augmentation de la sécurité, évidemment, c'est deux belles façons qu'on peut approcher ou expliquer tout ça aux clients. Donc, je le disais justement tantôt, l'authentification multifacteur puis l'accès conditionnel avec Azure Active Directory, avec Entra, ça nous permet justement d'avoir accès à cette portion-là, aussitôt qu'on va tomber du côté Azure Virtual Desktop.
Les bénéfices, quand on va parler un peu plus de vente, évidemment, l'expérience personnalisée. Donc, ça permet à chacun des usagers d'avoir leur propre bureau, application. C'est la même affaire que quand on avait le RDP avec un Windows Server. Ici, on parle d'un Windows Workstation 10 et 11 versus un Windows Server 2019 et, 2016, 2019 et 2022, mais cela n'est même pas à jour. Donc, c'est ça, ça permet à l'usager d'avoir son propre bureau à lui et d'en faire la gestion et l'utilisation comme on faisait avant, à partir de n'importe quel périphérique, évidemment. Ordinateur, mobile, client léger, pardon. Les Thin Clients sont toujours là, ou les Fat Clients aussi. On peut récupérer les ordinateurs et les transformer pour être capable de s'en servir un peu comme Jumpbox. Gestion centralisée, plus facile, évidemment, à partir du portail Azure. J'ai eu quelques slides là, à ce niveau-là tantôt. Donc, ça permet à l'administrateur de ne pas être obligé d'apprendre plusieurs plateformes ou de les installer ou payer. Mais c'est déjà tout compris à travers le portail Azure, d'avoir des fonctionnalités, de la sécurité, de la gestion, des rapports, comme on a vu tantôt, justement, au niveau de la performance. Les connexions sécurisées, MFA, accès conditionnel avec le certificat SSL que Microsoft prend en charge, eux autres mêmes qui s'en occupent, et l'optimisation des coûts, évidemment, au niveau des VM partagés, c'est-à-dire plusieurs personnes vont se brancher sur la même machine, donc on va diminuer les coûts par usager. Centre de données. Bon, allons-y. Ici, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au Canada, on a deux centres de données. Un Canada-Est à Québec et un à Canada central à Toronto. Donc, tout ce qui est à Canada-Est est dans Canada central. Et Canada central a des trucs de plus. Entre autres, le ZRS qu'on appelle le Zone Redundant Storage. C'est rare qu'on parle de ça dans la PME, mais ça peut arriver à l'occasion. Donc, l'idée ici, c'est qu'à Microsoft, on mis en place un centre de données qui est divisé en trois buildings, comme on peut voir dans l'image. Chacun d'entre eux ont l'électricité, l'Internet et toute la patente indépendant. Donc, l'idée, c'est qu'ils ont mis trois œufs dans un même panier et ça donne l'opportunité au client de mettre ses services et serveurs dans un panier. Donc, s'il y en a un des trois qui tombe, ben, ça donne la possibilité au client d'avoir des services qui sont encore actifs. Évidemment, ce n'est pas magique, dans le sens que si un client a un serveur AVD, ben, on est obligé de le mettre dans un des paniers. On ne peut pas le multiplier en trois, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais le cas où ce que le client a trois serveurs AVD, par exemple, ou trois serveurs SQL, ou trois serveurs Citrix, ou peu importe, trois serveurs IIS, par exemple, ou plus, on peut les splitter dans des paniers différents. C'est là où est-ce que la fonction entre en ligne. C'est là où est-ce qu'on peut parler de cette fonction-là avec le client. Ensuite, on va avoir les GPU. C'est là, au Canada central, où on va avoir les serveurs virtuels avec les cartes graphiques GPU qui sont propulsées par NVIDIA. Honnêtement, ça va bien pour l'avoir vu, pour l'avoir testé. C'est quelque chose qui est opérationnel. La deuxième version, là, la première l'est un petit peu moins, la deuxième fonctionne très bien. Les nouvelles Windows 365 avec les GPU, on a trois nouveaux SKU. Ça, j'ai hâte d'aller voir comment ça fonctionne, de quoi que ça a l'air. Présentement, Windows 365, les trois nouveaux SKU avec les GPU sont disponibles seulement sur demande. C'est-à-dire qu'il faut remplir une forme du côté Microsoft et leur demander accès. Avec ça, j'ai hâte que mon tenant soit accepté et qu'on aille voir ça. Sinon, du côté Azure Virtual Desktop, ça fonctionne très bien. J'ai déjà fait des tests moi-même et comme je disais tantôt, on a des partenaires qui ont déjà des clients de ce côté-là. Que ce soit un peu axé au niveau, disons, CAD, pour faire une histoire courte, tout ce qui va être engineering, tout ce qui va être design, tout ce qui va être mécano-soudé, piping, etc., ça va bien fonctionner. L'exemple que je prenais tantôt, justement, c'est quand on regarde du YouTube, mettons qu'on va regarder du 4K over une machine virtuelle qu'on a pris à distance, la qualité va être super bonne, mais ça va être choppy, ça va être saccadé. Donc, du côté CAD, du côté graphisme, aussitôt qu'on va passer de walkthrough, aussitôt qu'on va parler de rendering, c'est là où est-ce que ça va faire mal un petit peu. Là. Ça se peut que là, ça ne réponde pas aux besoins. Fait qu'il faut vraiment voir quel type de dessin, quel type de graphisme que l'usager a de besoin, puis voir si justement ça répond bien aux besoins. La différence entre les deux, c'est ça, on a zone redondance, GPU.
Petite parenthèse aussi, du côté souscription OBNL, non-profit, ou OSBL, et MPN sont seulement disponibles du côté Canada Centre. Ça veut dire que demain matin, vous avez un client, par exemple, qui est non-profit, puis que vous voulez démarrer une souscription, ben, vous devez mettre les services et produits dans un centre de données Canada Central. C'est là où est-ce que le concept sponsorship de Microsoft va s'activer ou va être disponible. Si jamais vous démarrez et vous vous trompez, vous mettez ça au Canada Centre, ben, ça ne marchera tout simplement pas. Les ressources ne démarreront pas de ce côté-là parce que justement, ils ne sont pas à la bon endroit. Microsoft ont décidé, en tout cas, du moins pour l'instant, de mettre tout ce qui est sponsorship du côté Canada Central. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? La définition, la comparaison entre les deux zones géographiques. Donc, comme on peut voir, Toronto et Québec. Les deux ont ouvert en même temps, mais justement, celui de Toronto est un peu le chouchou, disons ça comme ça. V'là quelques temps, v'là un an et demi, on a eu la contingence du côté Canada-Est. Donc, en tant que distributeur, ça nous est déjà arrivé de conseiller aux usagers d'aller, aux revendeurs, d'aller du côté Canada central. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Les deux centres de données sont pleinement opérationnels. On n'a plus de contingence du côté Québec. Donc, il n'y a pas de problème. On peut aller de ce côté-là. Ça dépend des services, évidemment, qu'on a de besoin. La question qui va avec ça, évidemment, c'est comment choisir le bon data center pour son client. Ben, la réponse est quand même assez facile. C'est celui qui est le plus proche. L'idée, c'est d'avoir le moins de latence possible. Donc, si votre client est plus proche de Québec, on prend Canada-Est. Si votre client est plus proche de Canada central, ben, on prend celui de Toronto, tout simplement. Donc, et selon les options disponibles, évidemment. Si on parle que le client veut du ZRS, ben, on est obligé d'aller du Canada central. Si on veut un GPU, on est obligé d'aller du Canada central et OBNL et MPN aussi. Ensuite, facturation de la bande passante. Un concept, pas weirdo, mais un concept qu'il faut bien acquérir. Quelque chose de base qui fonctionne du côté Azure. C'est les concepts de egress data. Donc ici, je vais faire un peu un parallèle avec l'ancienne façon des fournisseurs téléphoniques. Rappelez-vous, ou les fournisseurs Internet, pardon, je me trompe d'exemple, ce n'est pas la même chose, il faut que je fasse attention. Si on regarde justement on-prem à gauche, les clients doivent payer leur bande passante entrant-sortante. OK, aujourd'hui, la plupart de nous avons des bandes passantes illimitées, puis c'est tout, ça s'arrête là. Du côté Microsoft, comme on peut voir à droite, la ligne en verte qui est du incoming, ben là, à ce moment-là, on n'a pas besoin de payer. Mais ce qui est outgoing, tout ce qui est egress data, il y a des forfaits déjà inclus, mais à partir d'un certain montant, selon les services, il faut payer. Donc, ici, il faut juste prendre en considération et se mettre du côté du comptoir de Microsoft Azure et de voir à toutes les fois qu'est-ce qui sort, qu'est-ce qui rentre. Dans notre atelier aujourd'hui, on parle de AVD. Donc, ce n'est pas tellement gourmand. C'est pareil comme le RDP, c'est exactement la même chose. Donc, tout ce qu'on va fournir à l'extérieur, tout ce qui va être egress data, ça va être clavier, souris et écran. Là, tout le temps, je me fais poser la question, qu'est-ce qui se passe si un usager va écouter la radio? Ça ne dérange pas, c'est du incoming. L'information part d'Internet et rentre à l'intérieur. Qu'est-ce qui arrive s'il télécharge, s'il regarde la radio, s'il regarde la télévision, etc., etc.? Il n'y a pas de problème, ça rentre dans Azure. Si un usager, à partir de sa machine AVD, va assister à une vidéoconférence et voit la binette de son présentateur, il n'y a pas de problème, c'est du incoming aussi. Par contre, qu'est-ce qui arrive lorsque l'usager active sa caméra et que toutes les internets voient sa binette à lui? Oh, là, c'est différent. Là, c'est du outgoing. Là, c'est du egress data. Mais même encore là, ou avec AVD, avec la suite Office Teams, il y a l'Optimization Pack. Donc, le protocole est amélioré, l'expérience est fluide et c'est compressé. C'est sûr que ça dépend qui, quand, comment, la fréquence, la durée, etc., etc. Donc, ce n'est pas évident à évaluer parce que c'est du scoping. Il faut voir l'usage qu'une entreprise va en faire selon le nombre d'usagers. Mais c'est quand même tel que tel au niveau de la bande passante. On va voir ça dans quelques secondes. Mais ça, c'est un concept qu'il faut acquérir. Une grande phrase, une grande mise en scène, juste pour vous dire que tout ce qui est incoming, ça ne coûte rien. Puis ce qui est outgoing, ben, il y a des forfaits inclus et ensuite, il faut payer.
Je fais une petite parenthèse. Il y a des différences entre le outgoing intersite ou interrégion et le outgoing Internet egress. Comme on peut voir dans le petit encadré en bas à droite, pour ce qui est du interrégion, il y a 5 gigs par mois déjà inclus dans le fonctionnement avec un serveur ou un service. Et de l'autre côté, du côté Internet egress, ben, on a droit à 100 gigs par mois. Donc, grosso modo, la façon que ça fonctionne, c'est quand on a une infrastructure, pardon, Azure, et qu'on a un serveur, par exemple, ben lui, le serveur va avoir le droit à pousser des données pour 100 gigs dans son mois vers les Internets et ça ne coûtera rien. Par la suite, lui, le serveur, ça va coûter 11 cents du gig supplémentaire pour pousser ça vers les Internets. Quand on parle du interrégion, ben, exemple, c'est qu'on pourra faire des backups entre deux centres de données. On va regarder ça aussi dans la prochaine présentation, là, ce qu'on appelle du GRS, du géoredondant. Donc, on a la possibilité de prendre les backups, exemple de Canada-Est, et les envoyer vers le Canada central et vice-versa. Donc, à ce moment-là, ça va passer sur le interrégion. Lui, on a le droit à 5 gigs par mois. Et si je ne me trompe pas, là, ça fait longtemps que je n'ai pas checké, c'est moins qu'11 cents. Il me semble que c'est 6 cents du gig supplémentaire. Et le VPN aussi, il y a le même concept, il y a une quantité déjà incluse, etc., etc. Ça, c'est un peu sur le même principe qu'avec les anciens fournisseurs de cellulaire. On avait X nombre de minutes déjà inclus dans notre forfait. Et par la suite, il fallait payer des cents supplémentaires, tout simplement, quand on en faisait l'utilisation. C'est un peu particulier, mais une fois qu'on a bien compris et que tout ça est bien rodé, ça fonctionne bien, puis ça fait, disons, pas trop peur aux gens, tout simplement. Mais il faut juste savoir qui fait quoi puis à quel moment. Donc, l'information qui s'en va vers Internet à partir de la machine ou l'information qui s'en va vers un autre centre de données. Et évidemment, je n'ai pas tout mis les screenshots, mais là, on parle d'interrégion de Canada-Est à Canada central. Il y a un tarif X, mais si on envoie ça dans une autre région pour une raison X, ben, les tarifs vont être différents. Évidemment, les connexions Internet, ce n'est pas tout le même prix dans toutes les mêmes régions du monde. C'est que ça, il faut faire attention. Comme je disais, ça, on va étudier ça un peu plus en profondeur là, lors de notre deuxième rencontre. La sauvegarde, ça aussi, c'est un autre sujet qui revient souvent. Donc, ici, il est facile de comprendre, par conséquence, que le data qui est transféré va avoir un impact selon soit la solution ou soit selon la méthodologie ou le design que le client veut avoir. Donc, on va regarder le premier concept. Le service de backup sous Azure. Donc, c'est pas compliqué, c'est un service. Hein, ça, on va se le dire. Ce n'est pas un logiciel, mais c'est un service. Donc, c'est une page web, c'est un onglet dans l'Azure, dans le portail Azure, tout simplement, et on a accès à différentes fonctionnalités. C'est relativement simple. What you see, what you get. On a un bouton pour faire le backup et un bouton pour faire la récupération. Quand on vient pour faire la récupération, ils vont nous poser deux questions. Est-ce qu'on veut récupérer une machine ou on veut récupérer des données? Dans le cas où on clique sur le bouton récupération d'une VM, d'une machine, ben, il va nous poser deux autres questions. Est-ce qu'on veut la remplacer pour l'écraser ou est-ce qu'on veut la mettre à côté pour faire un test de restauration? Relativement simple. Quand on va cliquer sur le bouton de recouvrement de données, ben, il va nous monter un disque virtuel, il va nous le connecter sur notre VM. On va pouvoir aller avec notre explorateur de fichiers, aller chercher répertoire des fichiers, récupérer ce qu'on a de besoin, puis après ça, on déconnecte le disque, puis c'est tout. Fait que c'est quand même assez simple. Il n'y a pas de froufrou, il n'y a pas de ballon. Puis vous avez pour ce que vous payez, puis c'est tout. Pas plus compliqué que ça. C'est un service de backup et non pas un logiciel comme on peut voir là, du côté backup en ligne ou d'autres compétiteurs là, que je ne nommerai pas, tout simplement. La tarification se fait à l'usage, tout simplement. C'est du stockage. C'est aussi simple que ça. Plus qu'on stocke des données, plus qu'on stocke des versions, plus que ça coûte quelque chose. C'est du poids de données qu'on va entreposer. Et selon le nombre d'agents, le nombre de serveurs qu'on va backuper. C'est les deux portions de tarifs. Évidemment, l'avantage, c'est la rapidité du recouvrement. Ici, on parle d'une donnée qui provient d'Azure et qui est backupée dans Azure. On va regarder d'autres concepts un petit peu plus tard, là, justement au niveau du LRS et du GRS. Mais l'idée ici, c'est de vous expliquer que la rapidité de recouvrement, elle est là. C'est-à-dire que lorsqu'on recouvre un document,
un répertoire ou une VM, elle est déjà dans Azure. Donc, en quelques clics de souris, le processus de recouvrement va démarrer. On n'a pas besoin d'une expertise bien poussée. On a juste besoin d'un gars qui est capable de gérer Azure, mais qui est capable de le gérer avant, pendant, il est capable de le faire après aussi. Donc, on n'a pas besoin d'étudier puis d'apprendre d'autres plateformes, d'autres technologies. C'est relativement plus simple et facile pour tout le monde. Et en plus, justement, la donnée est déjà dans Azure. Donc, quand on la recouvre, ben, c'est beaucoup plus rapide pour récupérer le matériel. Recouvrement flexible, contenants et contenus, comme je disais tantôt, les répertoires et les fichiers et la VM, elle aussi. Type d'entreposage, donc, évidemment, on est capable de backuper dans le même centre de données ou dans un autre centre de données. Comme on peut voir le petit encadré à droite avec les deux flèches rouges, on voit bien qu'on est capable d'échanger entre les deux centres de données. Évidemment, il y a un frais par rapport à ça. La plupart du temps, ça devient une méthodologie, ça vient une façon de faire de la part des partenaires, c'est-à-dire que le partenaire va choisir de mettre en place un système de backup et va l'offrir au client. C'est-à-dire que le partenaire n'ira pas de façon granulaire à tout voir les options avec le client. Le partenaire va dire, moi, c'est de cette façon-là que je suis à l'aise, c'est ça le service que je veux rendre et c'est comme ça qu'on va fournir le service de backup au client. Et nous, de toute façon, c'est à l'usage. Mais en gros, quand on backup en locale redondance, c'est-à-dire qu'on va avoir des données qui vont être dans le même centre, dans le même centre de données. Pas facile celle-là. La question qui va avec, évidemment, une fois que mes données sont dans mon centre, sont backupées à la même place, est-ce que j'ai une certaine redondance? Les données qui sont utilisées dans un centre de données, ils sont répliqués 3 fois. Je n'ai pas de petit encadré, là, mais grosso modo, dans un centre de données, il va y avoir des SAN et la donnée du client est répliquée 3 fois, c'est-à-dire 2 SAN un côté de l'autre et un troisième SAN plus loin dans la rangée de data. L'idée, c'est de mettre 3 œufs, évidemment, dans le même panier, mais d'étirer le panier. C'est-à-dire que les deux réplications qui sont proches l'une de l'autre, si jamais il y a un dégât physique, par exemple, ben, la donnée est répliquée un peu plus loin dans la rangée. Donc, on va assurer le service de données au client. Par la suite, quand on fait ce backup de ces données-là dans le même centre de données, ben, ça va t'envoyer un peu en arrière, disons ça comme ça, dans des centres, dans des rangées de stockage qui sont moins rapides, qui sont assignés directement pour le backup. Donc, on a la possibilité de faire des backups exactement à la même place. Évidemment, l'enjeu qui est soulevé, c'est qu'est-ce qui se passe si jamais le centre de données devient non disponible pour une raison X. 11 septembre, verglas, électricité, etc., etc. Donc, l'idée d'utiliser le GRS prend tout son sens. Donc, géoredondant, on prend les backups et on les envoie dans un autre centre de données. Évidemment, il y a un frais de transfert, évidemment. On se souvient qu'on a le droit à 5 Tera par mois interrégion. Donc, c'est là-dessus, c'est sur ce canal-là que l'usage va être utilisé. Et par la suite, ben, on a de l'entreposage de données. Ben, c'est pas sorcier, ça va coûter grossièrement le double. Si on a, mettons, 10 gigs de données, ben, on va l'avoir aux deux places, aux deux data centers, ça va coûter le double du prix. Mais ça, on va voir ça plus en profondeur, justement. Encore, je m'excuse, là, je postpone beaucoup de trucs. C'est à cause qu'il y a beaucoup de choses à expliquer, évidemment. Mais tout ce qui est facturation, tout ce qui est concept, on va tout décortiquer ça plus dans l'autre entretien qu'on va avoir dans la prochaine présentation. Donc, ici, selon solution de backup, c'est vrai, on va regarder l'autre. Je m'excuse, je vais un petit peu trop vite. On va regarder les backups à l'extérieur, évidemment. Donc, on va voir l'icône, le logo en bas, backup en ligne, on est là, on est disponible. On est capable de fournir Acronis aussi. En tant que fournisseur de services, vous êtes capable d'avoir une autre plateforme aussi de votre choix. Donc, ici, ce qu'il faut penser, c'est quand on envoie les données à l'extérieur, je reviens avec mon petit dessin, là, avec les données sortantes egress qu'il faut payer. Alors oui, lorsqu'on part de Azure, qu'on envoie des données dans Backup en ligne ou autre plateforme telle qu'Acronis, on va payer les données sortantes. On se rappelle qu'on a 100 gigs par serveur par mois. Donc, selon la quantité de données, selon la quantité de serveurs, ça peut être correct, mais on peut avoir des surprises. Surtout si on fait, exemple, du backup full avec Acronis, qu'on ramasse l'image au complet, puis que le client a la fâcheuse habitude de faire beaucoup de modifications. Oui, des fois, ça peut faire augmenter la facture. Ça, il faut être honnête, il faut être transparent de ce côté-là. Mais là, à ce moment-là, justement, ça devient une décision ou une orientation d'entreprise, de savoir où est-ce qu'on met les données, de quelle façon on les gère. Évidemment, la tarification, service et usage, il va falloir le prendre en ligne de compte. Le temps de recouvrement, c'est quand même tel que tel.
Mais il faut le savoir, il faut le prendre en ligne, il faut être conscient. Autant que ce soit le backup en ligne, que ce soit du côté Acronis, une fois qu'on va faire un recouvrement, c'est une autre plateforme, un autre contenu et une autre expertise qu'il faut avoir. Vous allez me dire que backup en ligne, c'est pas très, très dur à apprendre. Effectivement, c'est vrai. N'importe qui peut apprendre ça, donc il est capable de restaurer des données. C'est juste ici le concept que ça ne se passe pas tous à la même place. C'est juste ça qu'on va faire un heads-up, tout simplement. Du côté Acronis, la bande passante est quand même assez bonne. On a fait des tests à plusieurs reprises. Quand on vient pour faire du recouvrement, ça se fait assez bien puis assez rapide aussi. On est capable de connecter Acronis directement dans Azure et on va pousser l'information, capable de recouvrir une machine. Et évidemment, le dernier point, le recouvrement selon le forfait. Donc, ici, il faut voir avec le client quels sont les avantages et désavantages. Il n'y a pas de mauvaise réponse en soi. Il y a juste une mauvaise recommandation par rapport au scénario que le client a besoin, par rapport à la réalité. Ce que je me permets souvent de dire quand je fais mes rencontres one-to-one avec les partenaires, c'est si vous avez déjà de l'expertise, si vous avez déjà des contrats ou des plateformes, par exemple Backup Ligne, Acronis, continuez dans cette direction-là. Par contre, si vous n'avez pas d'expérience avec Azure, vous n'avez pas d'expertise dans d'autres plateformes, allons-y simple. Regardons avec Azure pour la simplicité et l'efficacité. Et à ce moment-là, le client n'est pas attaché non plus. Il devient complètement autonome parce que le backup est à l'intérieur de Azure. Donc, c'est ça. Il n'y a pas de mauvaise décision. Faut vraiment, pas de mauvaise plateforme, pardon. Il faut vraiment juste accompagner le client et lui donner le service auquel il a besoin. Donc, quels sont les buts du client? S'il veut mettre toutes les œufs dans le même panier, s'il veut un service géré, un service 5 étoiles, par exemple, avec backup en ligne, ça peut être un game changer. Si jamais le client veut ça ou il l'avait déjà et qu'il veut continuer, ben, on continue dans cette voie-là. S'il veut de la simplicité ou s'il veut mettre en place un service, une technologie qui peut prendre en charge Azure, exemple comme Acronis, ça, allons-y, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Prochaine slide. Ah oui, mon petit icône surprise. Faites attention, justement, comme je disais tantôt, quand on utilise les egress data, on peut avoir des surprises au niveau de la bande passante. Puis ça, bien évidemment, ça va avec l'usage. Fait que ça, on le découvre un peu au fur et à mesure. Ça, c'est assez dur là, de voir combien que ça va être là, au départ, parce que c'est selon l'usage, évidemment. Prochaine slide. Une autre question qui revient souvent, les ristournes de Azure chez T-Cloud, les marges. Donc, ici, vous êtes autonome. Je vous laisse, grand garçon, aller voir comment c'est que ça fonctionne et combien que c'est. Donc, dans votre portail IT Cloud, dans la section liste de prix et marges, le troisième icône, c'est-tu le bon que j'ai encadré? C'est même pas le bon, je m'excuse, c'est celui de gauche. C'est liste de prise et marge, programme partenaire global. J'ai pas encadré le bon, c'est le deuxième, mais je m'excuse. Donc, vous allez avoir accès au programme partenaire global. À l'intérieur, il va y avoir un sujet au niveau de Microsoft Azure. Et à l'intérieur, vous allez être capable de voir quelles sont vos marges. C'est pas compliqué. Tout est en fonction de votre niveau de partenariat et le modèle de facturation. Donc, si vous êtes en direct, indirect, prépayé ou carte de crédit. Donc, à vous d'aller voir justement dans quelle partie de l'encadré que vous vous situez et vous allez voir justement le pourcentage de marge qui vous est attribué en conséquence. Prochaine slide, je fais un petit crochet là-dessus, les programmes Microsoft MPN. Donc, si vous êtes déjà ou pas membre, je vous invite justement à aller voir les opportunités que vous avez de ce côté-là. Dans le fond, le programme partenaire, si vous avez déjà des compétences, parce que là, le programme a changé il n'y a pas longtemps, là, il est possible de récupérer un certain pourcentage. Par exemple, le tableau nous montre, justement, on peut avoir 4 sur la consommation au niveau de Azure, 10 sur les Reserve Instance et les Saving Plans. On va adresser ce sujet-là dans quelques instants. C'est quelque chose qui est quand même assez important. Et 15 sur les Customer Ads. Donc, pour plus d'infos, si vous êtes déjà ou vous voudriez voir comment c'est que ça fonctionne, des opportunités, puis être membre, ben, je vous invite justement à communiquer avec notre directrice au succès des partenaires, Majida Razi. Je vous mets son adresse courriel ici, qui devrait être cliquable justement dans la présentation. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, Majida est là pour vous assister et bien vous aligner dans le programme MPN. Avec plaisir.
Prochaine slide, la facturation Azure. On va tomber là-dedans. On parlait de pay-as-you-go tantôt. Un mot un peu utilisé à gauche et à droite. Donc ici, on va parler d'un mode de facturation. Il y a 4 concepts de disponibles. À la base, lorsqu'on démarre une souscription, c'est automatiquement en pay-as-you-go. Donc, de la façon que ça fonctionne, c'est que c'est modèle utilisateur-payeur, tout simplement. Par la suite, on a 3 autres concepts, 3 autres modes qu'on est capable d'activer. Le premier, évidemment, c'est les Reserve Instance. Celui-ci nous permet de réduire les mensualités et de fixer le prix pour une instance donnée. La majorité de nos partenaires clients ont mis en place des Reserve Instance. On va aller voir ça un peu plus en détail dans les 2 prochaines slides. Ensuite, les saving plans. L'idée ici, c'est d'économiser de l'argent, mais sur une souscription et non pas sur une ressource proprement dit, ainsi que les spots. Bon, les Reserve Instance, ça, c'est désigné pour les PME. C'est pour ça que j'ai mis un petit crochet vert à côté. C'est là-dessus qu'on s'enligne. Je me permets même de mettre des petits pouces dans le sens que les Reserve Instance, c'est désigné, ça répond aux besoins, ça donne la flexibilité que la PME a de besoin par rapport à ses services. Les saving plans, c'est un peu plus adapté pour les très grandes entreprises. On va voir ça dans la prochaine slide, là, mais c'est comme les Reserve Instance, mais disons plutôt que les règles d'engagement sont un petit peu différentes. Donc, c'est aligné pour les grandes entreprises. Les spots, ça, c'est spécialisé pour les tests, les séquences de travail. On va voir ça une fois de temps en temps pour un besoin très spécialisé. Exemple, quelqu'un qui voudrait faire justement des tests ou des séquences de travail, c'est-à-dire une entreprise qui va avoir à manipuler des données en séquence, puis même si la VM arrête puis redémarre, c'est pas grave, le travail va continuer de façon séquentielle. L'idée ici, c'est que Microsoft nous donne la possibilité d'utiliser des capacités qui n'ont pas été vendues sur une VM à des prix très, très bas. On a un bon pourcentage de discount là, de ce côté-là. On va voir certains partenaires qui vont mettre des machines en test, qui vont faire des preuves de concept dans le commercial. Je vais discuter de ça complètement à la fin aussi, là, les modes trial, les démos et tout et tout. Mais quand on veut en faire du côté commercial, c'est-à-dire dans une souscription CSP, ben, d'activer le mode spot peut être une belle opportunité. C'est qu'on va économiser beaucoup d'argent et on va faire notre démo juste quelques heures, quelques jours, anyway, de toute façon. Fait que ça peut être quelque chose de très intéressant. Mais gardons en tête ici que les Reserve Instance, c'est ça qui est désigné pour la PME. C'est là-dessus qu'il faut s'en aller. On va regarder ça un peu plus en détail, justement. 2 façons d'optimiser les coûts que nous, on va discuter ici. Les Reserve Instance, les instances réservées. Donc, c'est quoi? Qu'est-ce que ça mange en hiver? Une entente prédéfinie entre le client et Microsoft. Donc, c'est un commitment. Je fais bien attention, là, je pèse mon mot et je le mets en gras. C'est un commitment, excusez-moi l'anglicisme, mais c'est quelque chose qui est indépendant de la souscription. Je vais faire un petit retour là-dessus tantôt. Donc, c'est un contrat d'1 an ou 3 ans. C'est une économie qui peut aller jusqu'à 72 qui englobe l'instance au complet. Une instance, c'est un CPU puis de la RAM. C'est un package deal avec les deux. On va voir ça dans des dessins un peu plus loin. Ça s'applique sur un service dans un centre de données précis. C'est-à-dire que si votre client est, exemple, au Canada Est, ben la Reserve Instance doit être choisie dans le data center Canada Est. L'idée ici, Microsoft ne veut pas avoir du cash flow, ils veulent savoir qu'est-ce qui va se passer dans l'infrastructure, où est-ce qu'ils vont maximiser, où est-ce qu'ils vont investir dans leur infrastructure. Donc, ils veulent savoir quelle marque, quel modèle, quelle grosseur, quelle performance qui vont être les plus populaires. Donc, c'est comme ça. C'est là qu'ils vont aller choisir. Dans le fond, c'est qu'on passe du mode de facturation de pay-as-you-go à Reserve Instance pour une machine, disons, pour un type de service donné. Et celle-ci a une politique d'annulation. Il faut voir ça un peu comme un certificat cadeau, c'est-à-dire qu'on consomme un produit prédéterminé. On consomme une instance, that's it, that's all.
Il n'y en a pas plus, il n'y en a pas moins. Fait que ça nous permet de passer de pay-as-you-go à Reserve Instance. Un concept qui est lié avec le pay-as-you-go, c'est la facturation à l'heure. C'est-à-dire que lorsqu'un service démarre, on va être chargé à l'heure. La facturation va être à la fin du mois, évidemment. Mais si notre VM est up and running 1 heure, 2 heures, 3 heures, ben on va être chargé 1 heure, 2 heures, 3 heures. Tandis que quand on active une réservation d'instance, ce concept-là disparaît. Une autre chose qu'on va regarder du côté Azure Price Calculator, là, une image vaut 1000 mots, là, il y a un beau checkbox qu'on peut cocher, puis on comprend ça assez vite. Donc, l'idée ici, c'est de voir si la compagnie, le client, a besoin de sa VM 24 heures sur 24. Quelques partenaires se sont amusés à shutdowner et rebooter les VM. Quelques-uns ont des bons succès, d'autres moins. Microsoft y ont pensé du côté marketing, évidemment. La plupart des VM vont revenir moins cher en Reserve Instance si elles sont up and running plus de 6 heures par jour. La plupart des clients au Québec travaillent 8 heures par jour. Donc, il est rare qu'il y ait un bénéfice quand on shut down une VM pour ne pas l'utiliser. Il ne faut pas oublier qu'il y a des ressources dépendantes à une VM aussi. Dans le sens que lorsque la VM est up and running, on va payer pour l'instance, CPU et RAM, on va payer pour le disque dur, on va payer pour le backup et on va payer pour la carte réseau. Si la VM est off et décommissionnée, on ne paiera pas pour l'instance, évidemment, parce que les périphériques ne sont pas électrifiés. Par contre, le disque dur, c'est un entreposage de données qui vous est dédié. Ah, lui, électrifié ou pas, on va le payer. La carte réseau, ben, elle, on ne la paye pas. Évidemment, il n'y a pas de transit parce que la machine est décommissionnée. Le backup, ben, selon la quantité de backup entreposé, comme je disais au départ, c'est du storage, ben, on va payer selon la quantité. Puis c'est tout. Donc, oui, il est vrai de dire que lorsqu'une VM est down, elle est décommissionnée, on ne paye pas pour le CPU, la RAM et la carte réseau. Faites attention, hein, il y a 3 modes d'une machine. Excusez-moi en anglais, c'est up and running, en opération, shutdown, tout court, et shutdown et décommissionné, disallocated. Lorsque la machine est seulement shutdown, souvenez-vous dans la preview VMware, il y a 2 boutons en haut, hein, il y a shutdown et power off. Donc, quand la machine est juste shutdown, les périphériques sont encore électrifiés. L'infrastructure est encore allouée pour la VM. Elle est réservée. Donc, même si la VM est shutdown, vous allez payer quand même pour le CPU de la RAM. Et vous pourriez payer pour du trafic sur la carte réseau si elle se fait solliciter. Donc, faites bien attention lorsqu'une VM, vous voulez la shutdowner pour économiser des prix. Assurez-vous qu'elle est décommissionnée. En théorie, ça se fait quelques secondes après un shutdown, mais il arrive que des situations particulières, comme exemple un client qui se branche dans le système d'opération puis clique bouton démarrer shutdown, ben, la machine, elle va juste shut down. Elle ne sera pas décommissionnée. Fait que ça va continuer à biler. Dans ce temps-là, il y a des mauvaises surprises. Les clients ne sont pas contents. Mais encore là, c'est juste l'éducation, c'est quand même tel que tel. Mais revenons à nos moutons. La Reserve Instance nous permet de ne plus nous soucier du tarif horaire parce que le concept de billage à l'heure disparaît. C'est payé à l'avance au mois. Puis, comme je disais, la plupart des VM, c'est 6 heures et plus par jour. Donc, à vous de voir les scénarios là, qui sont applicables, qui sont financièrement louables là, pour shutdowner des VM. Je ne dis pas que c'est une mauvaise idée, c'est juste qu'il y a des scénarios où que ça s'applique plus ou moins que d'autres. Les plans d'économie Azure pour la capacité de calcul, hein, les saving plans. Bon, qu'est-ce que c'est ça? C'est une attente à définir soi-même entre le client et Microsoft. Je l'ai mis en rouge, je fais attention, là, ce n'est pas prédéfini, c'est à définir soi-même. Autrement dit, c'est nous, ben vous, le partenaire, qui décidez du montant d'argent à investir dans le plan d'économie. Les wizards de Microsoft sont assez bien faits de ce côté-là. Là. C'est faisable, il n'y a pas trop de soucis, mais c'est de l'estimer à l'avance. Fait que c'est pas toujours évident. C'est un petit peu plus malaisant, disons ça comme ça. C'est une durée de 3 ans, 1 an ou 3 ans, pareil comme l'autre. C'est une économie qui peut aller jusqu'à 65 %. Ouais, c'est un peu moins, mais quand même pareil. Mais le superflu demeure à la vérification paiement à l'utilisation PayAs-you-Go. Comme on peut voir dans le graphique à droite, tout ce qui est en dessous de la ligne verte, qui est le commitment que le client a décidé, le montant d'argent défini par soi-même, tout ce qui est en dessous va être passé avec 65 % d'économie. Tout ce qui est au-dessus, en bleu foncé, reste en PayAs-you-Go.
Ici, ce n'est pas assujetti à un service spécifique. C'est certains services dans une souscription, applicables sur certains services d'une souscription donnée. Dans le fond, c'est que ce n'est pas appliqué sur une VM, mais c'est applicable sur certains services dans la souscription. Donc, selon les plans d'économie, ben, ça va être applicable sur différents trucs à l'intérieur de la souscription. La VM proprement dit et autres. Ça, il faut aller voir la définition toutes les fois selon les plans d'économie qu'on va aller chercher. Il n'y a rien qui empêche qu'on peut faire les deux, c'est-à-dire qu'on peut faire du mix and match. Il n'y a pas de problème. Par contre, là où ça blesse un peu plus, c'est en bas, sans aucune politique d'annulation. Donc, le plan d'économie ne se cancelle pas. Je l'ai mis en jaune, j'aurais dû mettre en italique à une étoile puis toute la patente. Là. Les instances réservées, en date d'aujourd'hui, lorsqu'on va voir la littérature de Microsoft, il est bien écrit qu'il n'y a pas de frais de terminaison hâtif. Il n'y a pas de frais de cancellation pour la politique d'annulation. Il est écrit, par contre, qu'il pourrait être de 12 éventuellement. Je ne dirais pas que ça fait plusieurs années que Microsoft est à manger comme ça, que les saving plans sont apurés en plein milieu. Comme je disais que eux, les règles d'engagement sont différentes, il n'y a pas de politique d'annulation. Je n'ai pas de boule de cristal magique. Je ne sais pas où que Microsoft s'en va là-dedans. Mais jusqu'à date, il n'y a pas eu de pépin. Lorsqu'on fait des annulations, c'est 3 clics de souris, puis basta. En tant que revendeur, vous êtes capable de mettre en place les réserves instances et les saving plans. Lorsque vous voulez faire des modifications, vous devez demander à votre distributeur, à nous, chez Techcloud, par le biais d'un support technique ou d'un appel ou quoi que ce soit, vous communiquez avec nous et on fait une modification ou une annulation. C'est une protection que Microsoft a mis en place parce qu'on est dans un concept CSP, évidemment. Vous êtes un man in the middle. On nous dessert. Le client a un engagement avec Microsoft qui est distribué par IT Cloud et qui est revendu par un revendeur. Donc, ayant beaucoup de man in the middle, excusez-moi l'expression, Microsoft a mis des protections de ce côté-là. Vous êtes capable de les engager, mais les modifier et les supprimer, c'est à nous à le faire. Mais un simple courriel, une simple demande de support, quoi que ce soit, quelques clics de souris de notre part et l'affaire est catch-up. Il n'y a pas de problème. Les plans d'économie, il faut voir ça un peu comme une carte de crédit prépayée. C'est-à-dire qu'on achète bien ce que l'on veut jusqu'à un maximum donné, défini dans le contrat. Le reste, on le paye de notre poche. Un peu sur le même principe quand vous allez au restaurant avec une carte prépayée, vous payez le bill avec votre carte prépayée. Et s'il y a un superflu, ben vous le payez de votre poche, de votre monnaie, puis c'est tout. Donc, un, c'est comme une carte de crédit prépayée, l'autre qui est un certificat cadeau. Je me permets, j'ai-tu des petits pouces, celle-là? Ouais, je me permets de remettre les petits pouces. Les instances réservées, c'est le BES pour la PME. Les plans d'économie, un peu moins. Je ne dis pas que ce n'est pas une bonne idée, c'est juste que ça s'adapte un petit peu moins, tout simplement. Il faut juste voir, c'est du cas par cas, si le client est prêt à s'engager là-dedans. Mais il y a de l'économie à faire, ça c'est sûr, sûr et certain. Puis, comme je disais, le mix and match est disponible. Et dans la deuxième rencontre, justement, on va voir l'advisor est toujours là dans le portail Azure pour nous montrer quelle est l'économie selon son analyse à lui. Le comparatif que je fais souvent par rapport à ça, parce qu'il y a une note, il faut que je fasse très, très attention, à ne pas oublier, dans les deux cas, on parle ici d'un commitment. J'ai fait attention à ce mot-là au départ quand je l'ai utilisé. Là. Donc, c'est un contrat différent entre le client et Microsoft, le manufacturier. Donc, c'est indépendant de la souscription. J'insiste ici. Là. Qu'est-ce que ça signifie? C'est que la journée que vous provisionnez des reserve instances ou des saving plans à l'intérieur d'un tenant, ceux-ci sont indépendants de la souscription. Donc, si vous cancellez la dite souscription, les reserve instances et les saving plans demeurent. Je prends souvent l'exemple de... C'est comme un auto pour une assurance. Si demain matin, vous scrapez votre auto, puis vous oubliez de le dire à votre assureur, ben votre assureur, il va continuer à vous charger une fois par mois quand même. Donc, les deux services sont conjoints, mais sont indépendants, tous les deux. Fait que, conclusion, si vous fermez une souscription Azure, n'oubliez pas d'aller vérifier s'il y a des reserve instances et des saving plans ou tout autre élément du marketplace, ou si c'est exactement la même chose. Petite parenthèse, les Reserve Instance et les Saving Plans sont assujettis au rôle de Azure. Donc, il faut être soit
owner ou propriétaire de la facturation pour voir les reserve instances. Plusieurs partenaires nous arrivent avec ce cas-là. Ils nous disent Hey, je sais qu'il y en a, mais je ne les vois pas. C'est juste les droits d'accès qui n'ont pas été ajustés correctement. Deux solutions, soit qu'on demande à Cloud de les ajuster, ou soit qu'on demande à la personne qui les a mis en place de rajouter les rôles, tout simplement. Quelques clics de souris, puis il n'y a pas de souci avec ça. On continue notre petite aventure, la mise en place de ces fameuses optimisations-là. Donc, les Reserve Instance, c'est quand même assez simple. Il suffit de les provisionner, il suffit de les acheter. Regardons ensemble comment c'est que ça fonctionne. Dans les deux cas, il suffit de passer par le portail Azure et de suivre les petits wizards qui nous accompagnent pour la mise en place. Dans le cas des Reserve Instance, dans le cas d'une VM, par exemple, c'est un peu comme un pool DHCP. Au démarrage, la machine est en pay-as-you-go. Hein? On se rappelle qu'aussitôt qu'on démarre une souscription, tout est en pay-as-you-go à l'intérieur. Donc, la machine, lorsqu'elle démarre, est en pay-as-you-go. Elle va aller voir, j'ai-tu une reserve instance qui est à la grosseur de mon instance, CPU Pyram? La réponse est non. On passe direct, on viendra voir dans 1 heure. À toutes les heures, il y a une fonction dans la VM qui va voir s'il y a une reserve instance qui est disponible. Aussitôt que la Reserve Instant est disponible pour la VM, pouf, la facturation va passer de Pay-as-you-go à Reserve Instance. Donc, elle va être ajustée en conséquence. J'ouvre une parenthèse ici, ça va générer 2 cycles de factures différents. On va voir ça dans la deuxième présentation. Et je m'assure ici, au fur et à mesure de mon exposé, que vous allez être là lors de la deuxième présentation. Il y a plein d'informations qui sont super importantes de l'autre côté. Donc, ici, ce qu'il faut noter, c'est que la Reserve Instance, elle peut avoir sa propre date d'anniversaire. On va aller voir ça aussi lors de la prochaine présentation. Au niveau du Saving Plan, vu que lui s'applique au niveau de la souscription, c'est un petit peu différent. Ce n'est pas les mêmes enjeux, ce n'est pas les mêmes limites, mais c'est le même concept. On passe à travers le wizard du Azure Portal et on va aller mettre ça en place. On suit les différentes boîtes de dialogue. C'est quand même assez facile à mettre, à déployer, tout simplement. Encore là, j'insiste, n'oubliez pas que dans les deux cas, c'est un commitment. C'est indépendant de la souscription. Donc, si vous délétez la souscription, n'oubliez pas d'aller voir les Reserve Instance, les Saving Plans, autres trucs du Marketplace pour ne pas avoir des surprises. Parce que oui, lorsqu'une souscription est fermée, vous continuez de recevoir la facturation au niveau des Reserve Instance et des Saving Plans. C'est un petit peu plate pour vous en tant que revendeur, quand vous êtes en mode de facturation indirect, de recevoir des factures pendant 2-3 mois et de courir avec votre client par rapport à ça. C'est un petit peu gênant. Okay? C'est que ça, faites bien attention. Les licences, on va finir par y arriver à un moment donné. Les licences AVD. Donc, il existe plus d'un modèle de licenciement. Ici, on va se concentrer tout simplement sur celui des licences incluses avec Office 365. Autrement dit, d'apporter votre propre licence, un peu comme le Bring Your Own Device, mais c'est Bring Your Own License. Donc, il est quand même assez évident de voir ici, j'ai mis une petite étoile à côté du Business Premium. Le Heroes Q, c'est Microsoft 365 Business Premium, évidemment. Ce qui permet à l'utilisateur à la fois d'apporter sa propre licence VDA. Hein, on se rappelle qu'en RDS, il faut des RDS CAL. Ben, en AVD, il faut des licences VDA, de Virtual Desktop Access. Ben, celle-ci est incluse dans Business Premium. En plus, celle-ci nous permet d'avoir la suite Office, Word, Excel, Outlook. Puis oui, Business Premium permet de faire le Share Installation Mode. Donc, dans AVD, en mode utilisateur, multi-utilisateur, multi-session, ça nous permet d'installer la suite Office, ou, excusez l'expression, de déployer avec l'ODT, évidemment. Quand on va parler du Azure Price Calculator, je vais vous montrer lors du montage, là, il est important ou très suggéré de prendre les déploiements d'images avec les applications installées. Vous sauvez plusieurs minutes de déploiement et vous vous assurez là, que ça soit fait en bonne et due forme. On reviendra avec ça là, un peu plus tard. Donc, ça vous permet d'avoir les services en ligne, Exchange Online, OneDrive, SharePoint et Teams et tous les outils de sécurité qui vont avec, évidemment. Dans le cas où on veut avoir un système d'opération de type serveur avec AVD, ben, c'est pas compliqué. Il faut les RDS CAL. Deux modèles s'offrent à nous, soit avec un software assurance actif, ou soit dans le canal de distribution CSP chez votre bon distributeur Cloud, évidemment. Quand vous serez là, vous me dites, je vous explique tout ça, comment c'est que ça fonctionne, la journée là, que vous voulez avoir un serveur en tant que AVD.
On ne passe pas plus de temps sur celle-là, on va switcher sur l'autre bord, qui nous explique pas mal la même chose, mais dans les scénarios. Exemple, pour les clients qui voudraient avoir seulement AVD. Vous m'arrivez avec un scénario, là, que vous avez un client là, qui veut utiliser absolument sa suite Lotus 1, 2, 3. Je trahis un peu mon âge ici, là, mais vous comprenez l'idée, qui ne veut pas avoir la suite Office, qui a son propre système, que son propre database, que son business line, peu importe, tout ce qu'il veut, c'est Windows AVD, tout simplement. Bien, il y a la licence Windows 10, 11 Enterprise, qui coûte respectivement, je crois que les prix sont à jour, là, je me commets plus ou moins, là, je crois que les prix sont à jour aujourd'hui, 9,50 et 14,90 pour les deux versions, selon les options de sécurité qui vont là avec, évidemment. Sinon, un client qui voudra avoir en VD la suite Office en mobile et Teams, bien, il y a Microsoft 365 F3 qui est disponible à 10,90. Et évidemment, la suite complète, AVD, Office installé, plus Teams, bien, le package de base, ça va être Business Premium, le Heroes Q, et Windows 365 E3 et E5 avec les prix respectifs. Donc, la plupart du temps, ça va être Business Premium, évidemment. Ensuite, qu'est-ce qu'on a du côté Windows Server? Donc, je fais un petit crochet ici, là, je ne tripe pas, mais bon, on a des solutions on-prem quand même. Là, ici, je fais un peu d'upsell. On a des solutions on-prem, donc on est capable de provisionner les licences des RDS CAL, soit en device, soit en user CAL. Tout ça est disponible, évidemment, dans votre carte IT Cloud, dans votre portail. Sinon, du côté Azure, ben, on a les RDS CAL en souscription, évidemment, donc le User CAL et le Device CAL à 18 et 15 $. Tout ça est disponible, comme je disais, dans votre carte IT Cloud, donc dans la section Newcomers Experience. Certains items sont disponibles du côté Legacy encore jusqu'à un certain délai. Hein, on s'entend, on a eu des nouvelles comme de quoi que Microsoft est en train de travailler là-dessus, puis c'est en train. Donc, il y a certains items, pas tous, qui sont disponibles du côté Legacy pour l'éducation et l'OBNL, mais pas tous, faites bien attention. Sinon, le shell perpétuel et le shell par abonnement. Et la partie de la slide la plus importante, évidemment, toujours valider les prix. Évidemment, ils peuvent être assujettis à changement là, avec les différentes séquences que Microsoft nous donne. Donc, voilà ce qui complète ma présentation. Prochaine et dernière slide, l'évaluation, s'il vous plaît. Cliquez sur le lien, scannez le code QR. Dites-moi qu'est-ce que vous avez compris, qu'est-ce que vous avez retenu, comment vous avez trouvé la présentation. Moi, évidemment, c'est un outil super important pour moi. Les commentaires, je les prends toujours, je prends le temps de les lire, je veux améliorer, je veux aligner la présentation avec votre réalité, avec vos besoins. Et à partir d'ici, ben, je vous dis à la... Ben non, on a... Steve, est-ce qu'on a des questions à répondre? En fait, il y avait plusieurs questions. Qu'est-ce que je demanderais, c'est s'il y a des questions qui n'ont pas été répondues. Euh, Écoute, je dois remercier aussi les partenaires qui ont fait un excellent travail à répondre aux questions moi-même et Sylvain également, on s'est mis de la partie parce que, très franchement, Sébastien, si tu te serais mis à regarder le chat, tu n'aurais même pas pu présenter. Il y avait tellement beaucoup de questions. OK. Alors, je vais demander aux gens d'écrire les questions qui n'auraient pas été répondues en bas et je vais les commenter. Mais je vais tout premièrement, avant de passer aux questions, je veux juste m'assurer. Il y avait une personne qui a dit qu'il ne savait pas comment s'inscrire à la prochaine formation. Il n'était pas nécessairement au courant. Alors, j'ai mis le lien pour la prochaine formation. Je vais le remettre, je vais le recopier et je vais le remettre et je vous invite à vous inscrire à la prochaine séance du programme Excellence. OK? Alors, si vous n'êtes pas déjà inscrit à la prochaine séance du programme Excellence, allez-y. Alors, puis oui, inscrivez-vous. Il y a une autre chose également que je vais mettre dans le chat juste avant qu'on réponde aux questions, parce que je veux être certain que les gens ne quittent pas et qu'ils aient l'information. C'est que le 27 mars, on va donner une formation. Alors, certains d'entre vous doivent vous poser la question qui disent, OK, une fois qu'on va avoir fini la deuxième séance de formation sur le programme Excellence le 13 mars. Ils vont demander, OK, qu'est-ce qui est... Bien sûr, vous avez l'opportunité de prendre une troisième séance one-on-one avec Sébastien Côté, mais ensuite, qu'est-ce que je veux faire? Vous voulez peut-être vous positionner
pour aller passer l'examen AZ900 et on va donner une formation à Montréal, au bureau de Montréal, sur le AZ900 pour vous préparer à aller passer l'examen. Ça va être Sébastien et Carl qui vont donner cette formation-là à Montréal le 27 mars. J'ai mis le formulaire. C'est sans frais supplémentaires pour les partenaires qui sont membres IT Cloud Academy et au bas coût de 195 pour les gens qui ne font pas partie d'IT Cloud Academy. Alors, je voulais juste m'assurer qu'il y a des gens qui peuvent déjà planifier d'ici, on va envoyer, oui, une invitation, mais si vous comptez y être, donnez-nous déjà, remplissez le formulaire et pour nous indiquer votre intérêt, parce que ça va être important, on va avoir, et on a un nombre de places limitées. Euh, alors, maintenant, il y avait une question. Alors, et la question était, OK, c'est ça, Sébastien, ça sert à quoi le temporary storage, s'il vous plaît, vu que Oui. les données stockées dedans sont automatiquement supprimées lors de la déconnexion? Oui, oui, oui. Puis ça, c'est quelque chose qu'on va couvrir justement lors du Azure Price Calculator. J'explique c'est quoi toute la nomenclature et tout. Mais pour faire une histoire courte, le temporary storage, à notre connaissance, va finir par disparaître. Donc, on ne se peindra pas trop de temps, c'est-à-dire c'est une fonctionnalité que Microsoft vont finir par décommissionner. Mais aujourd'hui, ça dit que le système d'opération qui est démarré a une connexion directe temporaire avec le host. C'est-à-dire que la VM est connectée avec un disque secondaire, le D-Drive d'habitude, directement sur le host. Cet volume-là est volatile. L'idée derrière ça, c'est que Microsoft nous propose et recommande fortement d'aller mettre le page file, par exemple, pour une question de productivité et d'efficacité. L'idée au départ, c'est que Microsoft prétendait, et avec raison, qu'il y avait une plus grande performance lorsque le page file était connecté directement avec le host. Mais aujourd'hui, avec les SAN ultra rapides, même si on n'utilise pas cette fonctionnalité-là et que le page file se ramasse sur le SAN, ben, il n'y a plus d'avantage aujourd'hui. Fait en gros, il y a une différence de quelques cents de prix, mais c'est une question d'architecture et de concept. Aujourd'hui, on ne l'utilise plus parce que ça n'en vaut plus vraiment la peine. Et la question qui va aller avec, c'est pourquoi que les anciens SKU restent encore dans le cart, justement avec les disques durs temporaires, et les anciennes générations? Ben, c'est évidemment parce que Microsoft ont des contrats, des commitments d'engager avec des clients. Donc, ils se doivent déshonorer, puis ils restent là encore de disponibles dans notre carte. J'espère avoir bien répondu à la question. Est-ce qu'on en avait d'autres, Steve? Je pense que, écoutez, la majorité des questions ont vraiment été Mhm. répondues au fur et à mesure. Peut-être une en particulier que je me Mhm. souviens qui était intéressante, Mhm. qui était l'utilisation du blob storage pour. Ouais, c'est une question de blob storage que même moi, j'ai trouvé que c'était une bonne question. Je sais pas si elle Hey, avait été répondue. Je reviens je crois pas. parce que. J'ai pas couvert ce concept-là au niveau du file sharing, là. Ça, c'est des fonctionnalités un petit peu plus avancées qu'on peut aller voir justement quand on va parler de FS Logic, qui sont un peu moins utilisées dans la PME, qu'on pourra regarder à la prochaine rencontre, justement, Ah, parce que je parle de storage. c'est ça, il disait le blob pour le backup, étant donné que le blob coûte pas très cher. Oui, effectivement, effectivement. Puis il y a plusieurs opportunités de backup qui se présentent justement du côté Azure. C'est quand on fait juste parler des partenaires qui ont déjà d'autres solutions de backup, pour ne pas les nommer, pareil comme Veeam, qui ont la possibilité de connecter ça directement dans le Azure Storage, qui donne des opportunités de disaster recovery, c'est-à-dire qu'on peut déjà pousser les backups dans l'Azure, qu'ils soient latents, excusez-moi l'expression, mais au besoin, on est capable de les connecter avec une instance et de les démarrer. Donc, il y a déjà ce genre de fonctionnalité-là qui est disponible. Il faut avoir l'infrastructure et les licences pour, mais c'est une belle opportunité. Et je me permets, je regarde dans le chat aussi, je vois qu'il y a eu des questions par rapport au BNL, par rapport au montant octroyé et par rapport au sponsorship. Oui, effectivement, il y a, disons, un programme spécifique. Puis là, je ne veux pas partir un débat, mais on va mettre carte sur table. Nous, en tant que distributeur CSP, on est habilité à distribuer des souscriptions de type CSP et non pas des souscriptions sponsorship. Vous me voyez venir avec mes gros abos, c'est-à-dire que demain matin, lorsqu'un client
demande à Microsoft de lui allouer une souscription sponsorship, ben, elle n'est pas chez nous. Elle est directement liée avec Microsoft. Il n'y a rien qui empêche, par contre, qu'avec les droits d'accès, on est capable d'aller voir et de travailler à l'intérieur de cette dite souscription-là. Mais nous, en tant que distributeur, on n'a pas de visibilité, pas de droit d'accès, pas de contrôle, absolument rien. Et les sponsorships ne passent pas par chez nous, évidemment, ça va de soi. Les crédits, c'est Microsoft qui s'en occupe eux-mêmes. Donc, si je recule d'un pas, en tant que distributeur, on a des SKU Office 365, non-profit et éducationnel. La réponse, elle est oui, c'est dans votre carte. Mais du côté Azure, il y a une petite zone grise, une petite exclusion, et c'est celle-ci. Les clients doivent faire ça eux-mêmes. Évidemment, c'est out of scope, mais on a une bonne expérience de ce côté-là. Si vous avez besoin pour le provisioning, vous avez besoin pour l'assistance, vous avez besoin pour la mise en place, on a déjà des documentations qu'on a réussi à récupérer du côté de Microsoft. Je peux vous accompagner aussi, ça fait du best effort, évidemment, mais on est là pour vous accompagner, service 5 étoiles. On sait bien que vous ne faites pas d'argent avec ça, mais c'est du service rendu à la communauté et le service que vous vendez, évidemment, au taux horaire. Et évidemment, une fois que le panier du sponsorship a été consommé, le montant d'argent X, ben, après ça, ça tombe sur une carte de crédit. Et s'il vous plaît, ne pas configurer votre carte de crédit à vous dans le compte du client. J'ai pogné ça quelques fois. Au début, les wizards étaient comme pas très bien settlés. C'était pas what you see, what you, what you see, what you get. Là. Fait que c'était confondant, je l'avoue. Mais évidemment, lorsqu'on met en place une souscription sponsorship, il y a deux requis ultra importants. Le premier, c'est qu'il faut que le compte courriel associé au compte non profit du client ait un service Exchange Online, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un courriel derrière l'adresse. Il ne faut pas juste que ce soit un identifiant, parce que Microsoft envoie un courriel et lui est ultra important, puis on ne peut pas le récupérer une fois qu'il est envoyé. Et la deuxième, ben, c'est ça, c'est d'avoir la carte de crédit du client pour faire la configuration du compte. Mais rendu là, vous me le dites, vous me bookez un meeting et je vous accompagne là, avec les petites procédures par rapport à ça. Il y avait également une autre question au niveau du blob. C'est Gilles qui demandait si on pouvait lier le blob et utiliser comme stockage pour les fichiers et les archives, ou fichiers archives. Oui, il y a des possibilités. Je ne m'enlignerai pas là-dedans. Je vais être honnête, c'est la technique un peu plus avancée. Gilles, on va se booker un meeting. On va sûrement demander à Carl de jump in avec nous. Mais oui, il y a des possibilités de ce côté-là. Mais book-moi un meeting, Gilles, puis on va faire jumper Carl, puis on va explorer tout ça ensemble avec plaisir. Parfait. Alors, sur ce, pour les gens qui ont posé la question si ça allait être disponible, oui, on va mettre, on va mettre cette séance-là directement sur le portail partenaire dans la section documentation et également avec le deck PowerPoint. Alors, merci beaucoup. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Et puis, on sera de retour le 13 mars. S'il vous plaît, inscrivez-vous en grand nombre comme aujourd'hui. Comme ça, on va pouvoir continuer notre série. Et n'oubliez pas de vous inscrire pour la certification AZ900 qui va avoir lieu sur place à Montréal. Alors, merci et bonne journée à tous. Super. Un gros merci tout le monde. Bonne journée. Bye bye.